Alors ce soir, nous allons avoir un super événement. On va jaser avec Guillaume Dulude qui a récemment lancé son livre Je suis un chercheur d'or. Ça va être une conversation extraordinaire, super captivante. Merci de vous joindre à nous. Mon nom c'est Rachel. Je travaille auprès de l'équipe des médias sociaux pour Indigo et ça me donne le privilège de pouvoir rencontrer des personnes extraordinaires avec vous. Merci de vous joindre à nous ce soir. Réellement, ça va être un plaisir. Alors, laissez-moi vous introduire rapidement à notre invité de ce soir, puis ensuite, je vais bien sûr l'inviter à se joindre à nous. Nous allons ainsi parler avec Guillaume Dulude, docteur Guillaume Dulude, qui a récemment lancé, comme je vous le disais à l'instant, son livre « Je suis un chercheur d'or ». Il a été lancé le 18 novembre. C'est un livre sur les mécanismes de la communication et les relations humaines. J'ai parlé à Guillaume cette semaine. C'est un gars qui est absolument passionné de son domaine. Il le pratique, il l'étudie, il le pratique, il l'enseigne depuis 15 ans. Plus spécifiquement, la psychologie de la communication, l'influence interpersonnelle. Il a d'ailleurs lancé son entreprise Psycom. C'est un conférencier, c'est un coach. Vraiment quelqu'un de passionné, comme je vous le disais. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui a une grande empathie, un grand cœur. C'est un homme généreux. C'est aussi un aventurier qui a visité une centaine de pays, qui anime l'émission Tribal. Il a récemment été qualifié par nos amis à la presse de l'homme le plus intéressant du Québec. Alors, sans plus tarder, nous allons l'inviter à se joindre à nous. Ah, bonjour Guillaume. Allô, allô! Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Est-ce que toi, tu l'aimes, la neige? Non. Ah, ben là, un aventurier, j'étais sûre que tu allais me dire, ben oui. Non, non, c'est pas mon fort, la neige. Pour vrai, c'est pas ma force, le froid, la neige. Je suis vraiment pas bon là-dedans. Je T'aimes travaille mieux là-dessus. l'Afrique. J'aime mieux l'Afrique, j'aime mieux ce qui est chaud, ouais. Oh boy. Ben, ça me surprend, je te dis, je m'attendais à autre chose. Non, je sais. Guillaume, 15 ans à approfondir tes connaissances, 5 ans à écrire ton livre. Tu l'as lancé récemment. Le lendemain du lancement, qu'est-ce qui s'est passé? Réimpression. Ben oui. Je suis super surpris de ça, vraiment, vraiment content, vraiment honoré. Ouais. C'est un. Écoute, je qualifierais ton livre d'un petit bijou parce que, d'une part, c'est sûr, j'ai un parti pris, j'aime la communication, j'aime les relations humaines. Je partage un petit peu ton intérêt d'essayer de comprendre le pourquoi du comment que les gens ils font les choses, de la façon dont ils le font. Ouais. Je ne suis aucunement quelqu'un qui l'a étudié, mais certainement que ça m'intéresse. Puis ce livre-là, je l'ai trouvé captivant parce que tu es un bon raconteur. Tu es aussi tu nous amènes ailleurs, tu nous amènes dans un approfondissement du questionnement sur la communication. Mhm. Tu es un excellent vulgarisateur parce que j'ai trouvé ça super accessible, même si je n'ai pas étudié dans le domaine. Puis vraiment, j'ai trouvé que c'est un petit bijou. Dis-moi, quand tu l'as écrit, ou du moins en l'écrivant, c'est quoi ton désir profond quand tu dis les gens vont lire? Qu'est-ce que tu voudrais que les gens partent avec après la lecture de ce livre-là? J'aimerais que les gens partent avec l'idée de base que ils peuvent faire des choses, que ça se fait. Ils peuvent avoir des conversations importantes, ils peuvent avoir de l'impact, ils peuvent être charismatiques, ils peuvent créer des relations, ils peuvent aimer les autres, ils peuvent être aimés par les autres. On peut atteindre des objectifs, on peut être convaincant, on peut créer du sens à notre vie. Tout ça, c'est tout faisable. C'est juste technique. Moi, je veux briser l'espèce de paradigme que c'est seulement certaines personnes qui ont des skills en particulier ou spéciales, ou ces personnes-là qui sont spéciales, ils vont avoir des vies spéciales. Ben, ta vie est à la hauteur des conversations que tu as. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de focuser sur la communication parce que c'est une façon qui est très concrète et très dynamique de passer à l'action dans sa vie, mais aussi d'évoluer, de faire des prises de conscience, puis de créer des relations satisfaisantes, puis d'atteindre des objectifs importants. Donc, pour moi, la communication, c'est vraiment une plateforme qui est autant interne qu'externe dans l'interaction. Puis, j'ai le goût que les gens disent, sais-tu quoi, je pense que je suis capable d'amener ma vie à un autre niveau finalement. Parce qu'avec ces outils-là, je peux faire quelque chose. Puis, mon objectif, ça a toujours été d'aider les gens à contacter le vrai potentiel qu'ils sentent qu'ils ont. Parce que les humains, ils savent qu'ils ont quelque chose à offrir, mais c'est juste que
Puis encore une fois, je donne des conférences toute la journée, à tous les jours, aujourd'hui, même en France. Puis les gens, ils sentent qu'ils peuvent faire quelque chose, mais c'est comme, c'est comme s'ils disent, c'est-tu juste moi? C'est-tu juste moi qui est dans une illusion, que je peux pas faire quelque Mm. chose? C'est-tu moi qui a vraiment pas de talent? Comment tu fais pour savoir si c'est vraiment vrai que tu as du talent ou tu n'as pas de talent ou que tu peux accomplir des grandes choses? Ben, moi, j'essaie de briser l'espèce d'idée que c'est seulement des gens spéciaux qui peuvent faire des grandes choses. Non, ce sont des comportements qui mènent à des choses. Puis le livre, ben, ça parle d'outils, ça parle de comportements, puis ça explique comment avoir du fun. J'aime ça comment tu le dis parce que je trouve que tu nous as tout de suite amené dans une question que j'avais le goût de te poser à un moment donné. Quand on s'est parlé au téléphone, l'une des choses que tu as dit spontanément, puis je sentais que c'était ressenti, c'était que depuis toujours, tu luttes contre la dévalorisation. Mhm. Pourrais-tu nous en Oui, dire plus? Le rejet de soi-même aussi. oui. Ben, c'est qu'on est habitué à un certain niveau de souffrance qu'on qualifie de normal. C'est-à-dire qu'il y a des insatisfactions qu'on a dans notre vie, qu'on travaille à endurer du mieux qu'on peut, puis c'est même encouragé à endurer ça, puis même de dire, mais c'est sûrement toi qui es trop exigeant. C'est sûrement toi qui est trop énervé, ou qui est trop émotif, ou qui est trop ci, qui est trop ça, puis tu devrais juste endurer ça, tu devrais te calmer, tu devrais ne pas, ne pas te servir de ce qui se passe à l'intérieur de toi pour propulser ta vie. Ben, je suis pas d'accord avec ça du tout parce que les preuves, autant scientifiques que les preuves que même j'ai avancées dans ce que je fais dans la vie, c'est que si tu sais comment utiliser certaines choses, certains cues, certaines fonctions à l'intérieur de toi, certaines émotions, tu peux propulser quelque chose et donc tu peux créer quelque chose qui n'était pas là avant dans ta vie. C'est très faisable construire ça et ne pas construire ça, ne pas accepter ces défis-là, ou plutôt ne serait-ce que pas savoir comment s'utiliser, forcément, c'est une dévalorisation. C'est-à-dire quelque chose qui a un grand potentiel qui n'est pas utilisé, ça se dévalue. Donc, quelque chose Mm. qui a un grand potentiel doit être utilisé à sa juste valeur. C'est ce que les humains doivent faire. Et je pense qu'on est rendu à avoir cette conversation-là sur le potentiel humain actuellement. C'est beau. C'est très beau. Les mots que tu utilises en introduction, et ça résume, je vais résumer ce que tu viens de nous dire. Euh, c'est que tu aimerais, d'après ce que j'en comprends, que les gens puissent, en travaillant la communication, se donner le droit de revisiter des rêves ou des ambitions qu'ils ont abandonnées. C'est ce Oui, que je de ce oui, livre-là. oui, exactement, parce que c'est impossible de réussir des grands objectifs tout seul. C'est sûr que ça part de plein de choses, d'habiletés qui sont personnelles, c'est vrai ça. Mais à un moment donné, pour, pour matérialiser des choses dans la vie, il va falloir parler à des gens, il va falloir consolider des gens, il va falloir les persuader de quelque chose, il va falloir leur faire voir quelque chose qu'ils ne voyaient pas grâce à ton idée, grâce à ce que tu as vu, ce que tu as senti. Puis il va falloir interpeller des gens, dire, hey, sais-tu quoi, ça vaudrait la peine qu'on mette notre énergie ensemble pour poursuivre quelque chose qui nous intéresserait peut-être ensemble. Donc, tout ça, ce sont des processus de communication. Donc avancer vers des rêves, avancer vers des choses qui sont importantes, mais c'est vital. Puis c'est dévalorisant pour les humains de ne pas faire ça, parce que tout le Mm. monde veut faire ça. Puis quand un humain n'a pas la capacité de faire ça, il proteste, il se fâche contre l'environnement, il se sent impuissant, puis il trouve des coupables à l'extérieur de soi. Puis on est beaucoup là-dedans actuellement. Donc les gens, ils souffrent beaucoup, mais c'est comme une souffrance normale, puis qui est déguisée à travers toutes sortes de phénomènes Mm. sociaux qui se passent actuellement. Mais ça, moi, j'appelle ça de la souffrance et un manque de sens profond à leur vie. Puis pas parce que les gens n'ont pas le potentiel, c'est parce qu'on ne sait pas comment s'utiliser, puis il n'y a même pas l'idée de comment faire. Donc ça, c'est ce que j'essaie de briser un peu comme habitude. Tu dis dans ton livre que, dans le fond, nos réalisations sont le fruit de nos relations humaines. C'est Mhm, ça que tu es en train de nous expliquer. C'est que, dans le fond, la mhm, communication va faire un jeu. Tu as mentionné un mot qui, je sais, est important pour toi. mhm. Tu dis, ce serait le fun, dans ton exemple, qu'on mette nos énergies ensemble pour essayer de faire X, Y, Z. Ouais, Le mot énergie joue ouais, un grand rôle dans toute ton étude de la communication, de la relation humaine. ouais. Pourrais-tu nous dire pourquoi, comment tu vois ça, cette énergie-là qui Mhm. nous est invisible? C'est une bonne question. Puis j'ai mis beaucoup de temps à assumer le mot énergie parce que tu sais, je suis un gars qui est assez
scientifique, tu sais, quand vient le temps de parler de psychologie puis de comportement humain, puis je pense que c'est très important de se fier sur ce qui est fiable scientifiquement, mais la science, des fois, elle utilise certains mots, certains concepts pour exprimer des choses, mais ça ne veut pas dire que ça exprime tout. Puis on a besoin de d'autres choses pour exprimer d'autres choses, comme l'art, par exemple, tu sais. Mm. Et donc, il a fallu que j'accepte le fait qu'il faut parler de la notion d'énergie parce que ça existe. C'est sûr que c'est une énergie, c'est un mot qui est très large, puis je l'ai pas aimé longtemps parce que c'est souvent associé à toutes sortes de choses, comme des choses très ésotériques, très les Mhm. chakras, là, tu sais, toutes Ouais. sortes de choses qui n'ont rien à voir avec ma proposition. Puis, mais on ne peut pas dire que l'énergie humaine n'existe pas, puis on ne peut pas dire que la matérialisation, les différentes formes d'énergie humaine n'existent pas. Et donc, la science est capable aussi de nommer le mot l'énergie humaine, mais elle ne va pas nécessairement l'appeler énergie, comme par exemple, elle va appeler ça le sens, elle va appeler ça le mouvement, elle va appeler Mm. ça la motivation, elle va appeler ça la hâte de, elle va appeler ça la dopamine, l'endorphine, la sérotonine. Il y a des choses qui sont reliées à quand même une vitalité. Fait qu'on ne peut pas dire que c'est inexistant. Puis à un moment donné, il faut être capable de dire, OK, mais il y a une somme totale ou une masse totale Mhm. d'énergie véhiculée par un humain. Puis oui, il y a moyen de faire des sous-catégories de ça, puis comprendre comment chaque sous-système énergétique fonctionne. Mais la somme totale de ces systèmes-là, ça fait le torque total d'un humain. Et dans mon livre, je propose la notion plus conservatrice qui est la propension à avancer, c'est-à-dire la vitesse et l'énergie avec laquelle on avance dans la vie. Et donc, c'est définitivement quelque chose qu'il faut regarder dans un dialogue, dans une communication qui vise ultimement à augmenter le potentiel énergétique réciproque des personnes impliquées. Fait que ça commence avec une conversation, puis dans le fin fond, ces deux personnes-là qui vont parler vont se générer de l'énergie en fonction de leur degré d'implication, leur niveau d'intérêt, etc. Exactement. Il y a plein de façons dont les gens vont se stimuler, entre autres en augmentant leur spectre ou leur champ de conscience. C'est-à-dire que avec la communication, tu peux apprendre quelque chose. Tu peux faire des prises de conscience. Donc, la conscience, je pense, c'est une forme d'énergie. Il y a toutes sortes de choses aussi en place, comme par exemple la motivation en fonction des buts qu'on se donne. Donc, tous les buts qu'on se donne n'ont pas une somme égale d'énergie, c'est-à-dire que des buts plus puissants que d'autres, dépendamment de, je dirais, l'ADN du but que tu places à l'intérieur. Et ça, la littérature scientifique le documente très bien sur les sous-types de motivation. Donc, dépendamment des sujets de conversation corrélés avec les buts qu'on a, ça ne générera pas exactement la même masse d'énergie à l'intérieur du dialogue. Donc, la sélection du sujet joue pour beaucoup. Puis la sélection du sujet est directement en adéquation avec les buts qu'on se donne. Donc, ça aussi, c'est directement relié à ça. Et aussi, la science dit clairement à quel point la relation elle-même est une forme d'énergie. Et donc, il y a définitivement un but implicite à tout dialogue, c'est l'augmentation de la force de la relation. Et c'est très capricieux parce que les humains veulent créer de la relation, mais il y a plein de systèmes qui empêchent le fait que la relation évolue vers l'avant ou se développe. Il y a beaucoup de systèmes d'inhibiteurs, des systèmes de sécurité qui sont en place Mhm. dans le cerveau qui empêchent la fluctuation de la relation vers le haut, entre autres la variable que j'appelle la vulnérabilité, qui est très, très capricieuse et très précise et qui, en quelques millisecondes, elle va diminuer la vulnérabilité ou elle va augmenter dépendamment des opérations cognitives que tu mets en place. Bref, il y a plein de choses à faire quand vient le temps de parler de l'énergie dans un dialogue, puis c'est tous des jeux accessibles. Quand tu mentionnes la vulnérabilité, ça me rappelle que tu nous dis que pour augmenter, je vais le dire dans mes mots ici, la qualité d'une relation humaine, Ouais. on aurait intérêt à se mettre plus vulnérable, à augmenter notre vulnérabilité. Puis Mhm. ça m'amène deux questions. Premièrement, comment est-ce que tu vois la vulnérabilité dans tes mots Ouais. en fonction de ce que tu connais, mais aussi, moi, quand j'entends le mot vulnérabilité, ça m'amène à me questionner, à Ouais. savoir comment est-ce qu'on fait? Parce que j'aurais une pensée probablement qui me traverserait l'esprit, qui me dirait, est-ce que j'ai le goût de me mettre vulnérable avec une relation personnelle ou peut-être même encore plus dans une relation professionnelle? Est-ce que j'ai le goût de faire ça? Est-ce que je Mhm. m'expose ultimement? Ben, ça, c'est une super bonne question. Puis, en fait, il y a deux questions. La première, c'est qu'est-ce que la vulnérabilité? Deux, quel est le bon dosage de la vulnérabilité dans un moment approprié? OK? La première chose, c'est que la vulnérabilité, ça a une connotation négative, c'est-à-dire c'est relié à de la souffrance, de l'incompétence,
être vulnérable en termes de danger, être en détresse, être en danger. OK? Mhm. C'est corrélé à ça. Mais ça, c'est la détresse qui est corrélée à ces effets-là. C'est pas la vulnérabilité. Donc, on a confondu la détresse et la vulnérabilité parce que c'est vrai que une vulnérabilité dans l'instant présent qui est trop grande ou inappropriée selon les circonstances peut devenir dangereuse. OK? Donc, c'est vrai que ça peut l'être dangereux, mais pas nécessairement. Parce que la vulnérabilité, c'est un petit peu comme un continuum, je dirais, du plus minimal niveau de vulnérabilité jusqu'à un niveau Mhm. très élevé. Et c'est comme un peu la vitesse sur un véhicule. Donc, personne, quand elle rentre dans son véhicule, on remet pas en question l'existence de la vitesse ni le besoin d'utiliser à un certain niveau la vitesse pour se déplacer. Donc, on se dit pas, non, moi, la vitesse, j'ai arrêté parce que je sais qu'il y a Mhm. des accidents. C'est comme, oui, ça peut créer des accidents, mais ça dépend de ton pilotage. Ça dépend de la relation, de l'interaction entre ta vitesse et les conditions de route. Il y a un paquet de choses que tu dois moduler pour être capable d'avoir une conduite sécuritaire, mais quand même avancer avec le maximum de vitesse, avec le maximum de sécurité. Donc, c'est la même chose avec la vulnérabilité. Ça doit être un choix. Maintenant, la vulnérabilité, ce n'est pas de la souffrance, c'est la capacité à laisser voir quelque chose. C'est juste ça. C'est la capacité ou la permission de dire, OK, je montre ça. C'est tout. Ça peut être minime, mais ça en est de la vulnérabilité et ça peut être suffisant dans l'instant présent. Mais si on met trop de vulnérabilité dans un contexte non sécuritaire, là, on est On susceptible s'expose. on s'expose. Et là, on fait comme, hey, là, la vulnérabilité, c'est pas bon. Non, c'était trop dans les circonstances et ça a été Mhm. dangereux. Donc, c'est comme s'il y a une absence de pilotage de notre machine au complet et donc on bannit des concepts pour dire ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est dangereux, ça c'est pas dangereux. Mais c'est absolument pas comme ça l'énergie, C'est c'est trop du drastique. pilotage. C'est trop drastique, c'est trop Mhm. dichotomique. Donc, donc, la vulnérabilité, c'est laisser voir quelque chose, à soi en premier, parce qu'il faut accepter de le voir ou de le choisir. Puis après ça, tu peux choisir de le faire voir à ton interlocuteur. Et donc, ça, c'est l'utilisation consciente d'une vulnérabilité. Puis ça peut être des petites choses, la façon dont tu salues quelqu'un, la façon dont tu lui souris, la façon dont tu lui poses une question, la façon dont je essaie de dire quelque chose de vrai dans l'instant présent. Tout ça comporte de la vulnérabilité et ça va être évident dans l'expression faciale, ça va être évident dans la respiration, évident dans les mouvements oculaires, évident Mhm. pour l'autre de le détecter en moins de 100 millisecondes. Donc, c'est pas Wow. vrai que ça passe dans le beurre. C'est vraiment, vraiment puissant. Maintenant, l'autre question, c'est OK, mais quel dosage on a besoin? Ben, ça dépend. Tu peux pas seulement dire, moi, je mets ma vulnérabilité au maximum de façon artificielle. Il y a des règles à ça extrêmement précises et tu as une progression maximum de la co-vulnérabilité des deux interlocuteurs. Et donc, il y a une certaine réciprocité qui doit avoir lieu pour consolider la relation le mieux possible. Donc, c'est pas juste quelque chose que tu peux dire, moi, je veux le maximum de relations possible, Mhm. donc je me vulnérabilise au maximum. Non, tu as une séquence. Comme si tu vas atteindre 100 km/h, tu ne peux pas passer de 0 à 100. Tu dois, en accélérant, passer par des vitesses intermédiaires jusqu'à ce que tu atteignes une vitesse qui te convient. Donc, il faut passer par des gradients. C'est exactement la même chose avec une relation. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument apprendre. Il faut absolument détecter ça. Il faut détecter où est-ce qu'on est rendu, où est-ce que c'est vraiment approprié, puis où est-ce que c'est le mieux pour notre fluctuation d'énergie là, là. Puis avec l'habitude, ben, on n'y pense même plus, puis ça devient juste normal d'écouter ce sixième sens-là. C'est super. Je pense que tu le vois dans ma face que je suis comme, ah, right. Je réfléchis, j'entends ça, puis en même temps, mon cerveau retourne dans toutes sortes de situations que j'ai vécues. J'espère que c'est la même chose pour les gens qui nous regardent parce que j'essaie un petit peu de me mettre dans leurs souliers puis de poser des questions qui seront pertinentes pour eux. La Ouais. vulnérabilité, ultimement, c'est notre capacité, dans mes mots à moi, de nous montrer humains avec Mhm. l'autre personne plutôt que je suis que professionnel, je suis parfait, Oui, robotisé à la oui, limite. Là. oui, absolument, ça n'a rien à voir avec le fait d'être faible ou même d'être émotionnel. Il n'y a pas besoin d'émotion nécessairement pour être vulnérable ou pour activer de la vulnérabilité. C'est une recherche de choisir quelque chose qui est vrai dans l'instant présent que tu laisses transparaître. Ce n'est que ça. Puis après ça, tu peux choisir qu'est-ce que tu veux montrer, puis quel genre de vulnérabilité tu as le goût de dévoiler dans cette relation-là à l'instant présent. Et c'est sûr que dans le monde professionnel, le niveau de vulnérabilité va être souvent un peu plus bas à cause des connotations relationnelles, à cause des types de relations, des buts communs. Ça n'implique pas le même niveau relationnel. Puis c'est tout à fait correct.
Et dans la vie intime, dans la vie amoureuse, Mhm. ben là, le niveau de vulnérabilité doit être nettement plus haut parce que les enjeux sont extrêmement élevés dans la vie amoureuse. Donc, ça prend beaucoup plus de force relationnelle étant donné les missions qu'on a ensemble, et surtout la longévité qu'on essaye de maintenir notre D'accord. relation. Merci. C'est super. Puis là, je suis contente parce qu'il y a un instant, je disais, j'essaie de me mettre dans les souliers des gens qui nous regardent pour essayer de verbaliser ce qu'ils pourraient penser. Mais il y Hmm. a quelqu'un qui vient de nous écrire une question. Alors, je OK. propose qu'on le regarde ensemble. C'est Oui. dit, est-ce que l'intelligence émotionnelle, de comprendre un peu tout le concept de sentir et de s'adapter en fonction de la situation? OK. OK. Il y a deux volets à cette question-là. La première chose, c'est que depuis une vingtaine d'années, il y a plusieurs mythes qui ont circulé en psychologie. OK? Mhm. Où souvent, on a quitté le monde de la science réelle, puis on est tombé dans le marketing pour vendre des choses. Comme par exemple le phénomène de ce qu'on appelle les intelligences multiples, où il y aurait plusieurs formes d'intelligence. OK? Alors, il n'y a pas plusieurs formes d'intelligence et l'intelligence émotionnelle, c'est en fait un mythe. Il n'y a pas d'intelligence émotionnelle. Donc, la seule forme d'intelligence qu'il y a, c'est le IQ, le quotient intellectuel, qui est le meilleur estimé de ce qu'on appelle le facteur G. Le facteur G, c'est le core de l'intelligence humaine. Et le facteur G s'évalue avec le quotient intellectuel, qui est le meilleur estimé du facteur G. Bon, ça, c'est l'intelligence. Maintenant, il y a des habiletés relationnelles, il y a des habiletés émotionnelles, et c'est ça qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Fait que c'est pas vraiment une intelligence, ce sont des habiletés. Et l'intelligence émotionnelle, en fait, est composée de deux facteurs. Le premier facteur, c'est le quotient intellectuel de base et un trait de personnalité qu'on appelle l'agréabilité. Les gens qui sont très forts en agréabilité, sont très forts en empathie, sont très forts pour se mettre à la place des autres, sont forts pour détecter les fluctuations relationnelles. Et donc, les gens qui ont une forte agréabilité combinée à un gros QI sont très forts pour capter ces éléments-là et s'adapter dans la situation. Donc, ça, je le vois, là, la question. Donc, cette adaptation-là fine est une conséquence du QI et de l'agréabilité combinée évidemment à des connaissances sur les interactions humaines, comme ce qui est évoqué dans mon livre. Merci. Merci, Côte Audrey. J'estime que ça ressemble à ça. Merci pour la question. Tout le monde, si vous avez des questions, je vous invite à nous les envoyer. On va peut-être pas toutes les lire, mais on va essayer de les lire le plus possible, définitivement. Ben tiens, en voilà une. Je me demandais sur le comportement non verbal, synergologie. Ah, excusez, ça va trop vite. Synergologie, comme quoi que cela n'est pas validé par la science. Oui, la synergologie, c'est pas réellement une vraie science, c'est pas vraiment validé scientifiquement et on peut pas relier un comportement avec une signification verbalisée. Donc ce lien-là, ben il est faux, il n'est pas validé scientifiquement et aussi ben il n'est pas vraiment applicable dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que quand même tu essaies de décoder, OK, là je me suis gratté à quelque part, puis ça veut dire ça. Après, on fait quoi? Tu dis Mm. quoi? C'est quoi le but? C'est tout ça le jeu? Le jeu, c'est de décoder tous les petits mouvements pour faire quoi? Les humains sont occupés à vivre une vie remplie. On est occupé à avoir des relations, on est occupé à atteindre des objectifs. C'est la seule chose qui compte. Tout le reste, pour moi, ce n'est pas un système de communication qui est valide si c'est seulement décortiquer les micro-mouvements. On ne fait pas ça, les humains. Comme mettons, toi et moi, on se parle. Mhm. Je lis pas ton visage. Je regarde pas mon livre en regardant tu as fait telle chose. On Mhm. communique. C'est vrai. On est en train de travailler présentement. On essaie de communiquer quelque chose. Donc, il faut être là, dans l'instant présent. Donc, c'est ça. La synergologie, ce n'est pas quelque chose qui est valide scientifiquement du tout et je dirais même pas vraiment applicable. Merci, merci pour vos questions. Guillaume, je voulais te demander, puisque tu nous as amené un petit peu là, dans ton livre, tu nous dis, et tu le fais en fait en cours de livre, il y a des théories que tu présentes, des stratégies qui justement vont à l'encontre de ce qui est véhiculé dans le monde des communications. Il y Ouais. en a toutes sortes d'affaires, ça fait des années, j'ai vu toutes sortes d'affaires, les couleurs, là, on parle au jeu, l'authenticité, puis je trouve ça le fun parce que tu dis, moi, il y en a avec lesquels je ne suis pas d'accord, puis j'aimerais ça que tu nous en nommes quelques-unes, que Ouais. tu nous parles de certains de ces concepts-là OK. qui, selon toi, c'est pas exactement ça, puis comment tu le vois finalement? OK. Il y en a quelques-unes que je rapporte dans le livre. Par exemple, parler au jeu. OK? C'est quelque chose qui est largement véhiculé. Le problème du jeu, c'est que c'est un mot, le jeu. C'est pas vraiment un mouvement de communication, ce n'est pas une opération mentale. Et souvent, les gens s'accrochent au jeu en disant, si je parle au jeu, je suis protégé par une sorte de bouclier qui m'immunise. C'est-à-dire que une personne ne peut m'attaquer parce que moi, j'ai parlé au jeu.
Mm. C'est pas vraiment comme ça que ça marche. Tu peux insulter les gens à tour de bras en utilisant le jeu quand même. Le jeu n'est pas une méthode d'immunisation, c'est pas une méthode pour aller vers l'avant, c'est pas une méthode relative à l'écoute. Donc, le jeu, s'il est surutilisé, si c'est ça l'arme principale, ça fonctionnera jamais. Parce que toutes les autres fonctions cognitives n'ont rien à voir avec le jeu nécessairement. C'est vrai, par contre, que quand tu communiques bien, quand tu utilises des bonnes techniques et les bons mécanismes, c'est vrai qu'il y a une tendance à l'utilisation du jeu à certains moments. C'est vrai, ça. Donc, il y a présence du jeu, mais c'est un facteur qui est présent dans un système qui est plus large, plutôt que de dire, moi, puisque je parle au jeu, je suis efficace. Alors, c'est vraiment pas comme ça. Et souvent, les gens qui parlent au jeu, de façon abusive et sans les autres mécanismes autour, ils vont fâcher plus la personne en face. Donc, parce qu'on est capable de le lire maintenant, on est capable de détecter tous les trucs que la personne utilise. Fait que quand on voit que la personne utilise le jeu, puis tu fais Ah, tu fais ta technique du jeu, c'est terminé. C'est très difficile maintenant de cacher quoi que ce soit aux gens et c'est bien correct. Donc, on n'a pas le choix d'être vraiment authentique dans les fonctions qu'on utilise de la communication. Donc, juste l'utilisation du jeu, ça ne fonctionne pas. Il y a plusieurs autres mécanismes, par exemple l'authenticité. Les gens disent, ah, si t'es authentique, t'es correct. Bon, c'est quand même une bonne intention, ça. On pourrait penser que oui. Ben, c'est ça. Je veux dire, personne n'est contre l'authenticité, puis je suis pas contre l'authenticité du tout. Maintenant, l'idée, c'est mécaniquement, cette volonté-là d'être authentique va créer quel mécanisme de communication. Donc, encore une fois, le fait d'être authentique, c'est une volonté, mais mécaniquement, ce qui compte, c'est la façon dont l'interaction fonctionne. C'est pas juste ce que tu fais. C'est tes timings de conversation, c'est comment tu gères ton attention, c'est comment tu choisis tes sujets de conversation. C'est tout un paquet de balais de mécanismes qui sont là qui vont faire la différence. Et encore une fois, c'est juste trop simple. Quand on se dit non, je veux juste être authentique, puis ça devrait comme tasser l'eau, là, comme Moïse, là, et voilà, là, c'est comme ça ouvre le chemin. C'est pas tout à fait comme ça. L'autre chose, c'est que l'authenticité, souvent, c'est associé à quelque chose qui est dichotomique, c'est-à-dire authentique versus non authentique. Alors, comment on fait pour savoir si c'est authentique? À quel point ça doit être authentique pour compter authentique? C'est comme, comment tu fais la différence, la ligne de l'authenticité versus quand est-ce que tu viens de basculer dans la non-authenticité? C'est extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible à évaluer. Donc, c'est pas vraiment faisable de dire, OK, là, suis-je vraiment authentique? Vraiment, vraiment? Il m'en manquerait pas un petit peu d'authenticité. C'est comme dans les fonctions cognitives, ça marche plus par continuum que par dichotomie. Comme la vulnérabilité, il y a une progression. Comme la vitesse, il y a une progression. C'est la même chose. Il n'y a pas de authentique, non authentique. Ce qui fait que le terme authenticité a tendance à dichotomiser le contenu et c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc, encore là, les gens utilisent, un peu comme le jeu, les gens utilisent l'authenticité comme un bouclier de dire, tu ne peux m'attaquer, moi je suis authentique. Fait que là, tu n'es pas supposé m'attaquer parce que ça, c'est la vertu suprême. Et c'est très actuel en ce moment, c'est d'utiliser des vertus comme bouclier. Et pour aller attaquer des oppresseurs. C'est-à-dire, puisque moi, je suis le plus vertueux, je défends les plus grandes vertus, c'est-à-dire que je peux nommer des personnes qui sont méchantes, puisque moi, je suis le plus grand défenseur de la vertu. Mais c'est pas exactement comment ça fonctionne entre les humains. Il n'y a pas de vertu grandiose qui peut te déresponsabiliser de mécanismes réels dans l'instant présent. Donc encore, c'est comme un peu contourner un problème. Je peux peut-être en nommer un autre petite tendance. Les gens utilisent des questions, par exemple. C'est comme bien vu de dire, plus tu utilises des questions, plus ça montre que tu es intéressé par l'autre. Et donc, c'est bien vu. Puis tu fais parler l'autre. Mais encore une fois, c'est vraiment pas si simple que ça. Pour créer une relation de confiance, pour avoir accès à des sujets de conversation ou à des choses spéciales ou importantes qu'une personne dit, le cerveau ne déclare pas ces autorisations-là sous pression. Donc, le fait de poser une question, premièrement, ça n'indique pas nécessairement le fait que tu t'intéresses à l'autre. Toute question passe par une curiosité qui est personnelle. Donc, avant qu'une question soit formulée dans ton cerveau, il doit y avoir une fluctuation émotionnelle importante pour toi. Donc, une question vient toujours satisfaire une curiosité personnelle. Donc, toujours. Donc, c'est une question, ça satisfait ses intérêts à soi. Ça ne veut pas dire que la personne ne voudra pas en parler, mais c'est important de comprendre qu'une question, ça part de nous autres, de notre propre besoin. Donc, ce n'est pas au service de l'écoute. Ce n'est pas au service de la liberté d'une personne de choisir de quoi
elle veut parler. Donc, une question va créer un biais dans la conversation. Puis des fois, il faut en poser des questions, hein. C'est comme c'est normal, c'est bien correct de poser des questions de temps en temps. Mais une surabondance de questions ou une question sur un mauvais sujet au mauvais timing va avoir pour action de fermer la personne. Donc, la personne, elle va essayer pour préserver la relation, elle va essayer de répondre, mais elle ne voudra pas élaborer et elle ne va pas élaborer sur les choses les plus importantes par rapport à cette question-là. Donc, il y a un paquet de systèmes d'inhibition qui arrive quand on pose une question qui est inappropriée, qui est au mauvais timing sur le mauvais sujet. Donc, les questions, faut faire très attention. C'est très, très puissant ce que ça fait, chaque question, chaque type de question. Donc, voilà. Ce que tu nous dis, c'est qu'il faut, dans toutes ces choses-là, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on apprend puis qu'on pratique, puis on a des résultats, puis on ajuste. En tout cas, j'ose espérer que c'est ce qu'on fait probablement tous. Ceci étant dit, il ne faut pas que ce soit une stratégie parce qu'à ce moment-là, on vient briser ce qui pourrait être naturel. Puis si on va au-delà de ce qui est naturel, c'est à ce moment-là que la communication, dans le fond, elle ne passera pas vraiment entre les deux. Oui. En tant que chef d'équipe, je pourrais avoir le goût de dire bon, on va te poser des questions parce que c'est ma job d'essayer de trouver pourquoi, mais dans le fond, si ça ne m'intéresse pas, ça aussi, tu vas le sentir, toi. Oui. On sent, en fait, tout ce qui est non naturel, tout ce qui est forcé, tout ce qui est un truc maintenant, on n'a plus aucune tolérance à ça, c'est une très bonne chose. Puis une raison à ça, c'est avec les médias sociaux, avec l'impact d'Internet, on est tellement bombardé de choses qui sont juste des stratégies de manipulation pour nous faire cliquer, pour nous faire acheter des choses, qu'on est rendu extrêmement vigilant pour détecter les pièges. Et c'est une très bonne chose. Donc, ça nous force à dire, il faut complètement éliminer les pièges. Il faut vraiment rester sur le fil du sens de pourquoi on se parle. Et lorsqu'on reste sur ce fil-là, il n'y a pas d'erreur. On s'en va à quelque part ensemble. Et c'est là où il n'y a plus de trucs. Il y a des mécanismes, mais les mécanismes servent vraiment le fait qu'on avance vers quelque chose. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on élimine tout ce qui est truc, tout ce qui est faux, tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui fait bizarre un petit peu. Donc, c'est sûr que l'apprentissage de la communication, c'est comme un sport. Puis des fois, au début, c'est pas naturel qu'on pratique certaines choses. Mais l'idée, c'est de le faire avec parcimonie. Puis quand c'est juste et quand ça sert vraiment à l'objectif, partager des deux personnes. Puis là, après ça, ben, les gens, ben, je veux dire, on est content de vivre ça ensemble parce que c'est de ça dont on a besoin. Ça devient vrai. Oui, ça devient vrai, exactement. J'aime ça. Je te mets sur pause pendant un instant parce qu'on a des belles questions aussi. Oui. En situation conflictuelle, quelles sont les astuces pour maximiser une meilleure communication? Je dirais que l'étape numéro 1, il faut accéder aux éléments qui caractérisent le conflit, par exemple. OK? Souvent, on ne comprend pas le sujet auquel on s'attaque. La plupart des conversations qu'on a ne portent pas sur le bon sujet. Et on est sur le sujet qu'on appelle le sujet symptôme plutôt que le sujet racine ou la cause. OK? Mais c'est très difficile d'accéder au sujet qui est la cause parce que souvent, c'est caché, c'est pas évident. Donc, souvent, on discute sur un sujet qui est juste la conséquence du vrai sujet. Donc, ça fait en sorte qu'on met beaucoup d'énergie. On sent qu'on n'a pas plus de fun, on sent qu'on n'apprend pas plus quelque chose, on n'avance pas plus vers l'avant, mais on est ensemble en train de constater notre inefficacité ensemble. Donc ça dégrade la confiance des relations. Mais c'est pas parce que les gens voulaient mal faire, c'est pas parce que les gens voulaient pas régler quelque chose. C'est techniquement, c'est pas comme ça qu'il faut lire des sujets de conversation. Et comme je le mentionne dans le livre, les sujets de conversation, c'est comme dans des poupées russes. Hein? Vous savez, les poupées russes, là, les matrioshkas, tu as une poupée qui est plus grande, puis après ça, tu as plusieurs poupées qui rétrécissent à l'intérieur, qui sont des répliques de la poupée extérieure, mais tu as plusieurs couches. C'est comme les sujets de conversation. C'est comme ça que c'est classé un peu dans le cerveau. Le cerveau a le goût de commencer avec les sujets superficiels, les sujets externes, c'est-à-dire les sujets symptômes. Mais ce n'est pas le vrai sujet de conversation. Et le but des conversations, le but du dialogue, c'est d'aller au bon sujet, c'est-à-dire aux poupées qui sont à l'intérieur, les poupées plus protégées dans le centre. Et quand on va vers le bon sujet, il y a tellement d'énergie dans ce sujet-là, il y a tellement de choses à apprendre, à comprendre, de liens, que le matériel de construction, de résolution, de ce qu'on appelle résolution de conflit, sont à ce niveau-là de conversation. Donc, même si on travaille super fort à trouver des solutions sur des poupées extérieures, on n'y arrivera pas. Et c'est ce qui fait en sorte que les sujets récurrents, les conflits, reviennent de façon récurrente. Et plus les sujets reviennent, plus ça génère de l'impuissance entre nous deux. Et puis, on a peur l'un de l'autre d'être à nouveau confrontés.
Ben non, c'est terrorisant. Et plus les années avancent, plus il y a une multiplicité de ces types de sujets-là. Ce qui fait en sorte que notre couple, par exemple, notre relation revient à marcher sur des œufs et de ne pas déclencher l'un ou l'autre de ces sujets qui vont nous faire vivre de l'impuissance. Donc, c'est très grave. Tu peux pas avoir plus grave que ça. On est là, on essaye toute la journée d'essayer d'avoir des relations positives, d'aller vers l'avant. C'est extrêmement difficile de faire ça, surtout des relations à long terme, surtout en ce moment. C'est vital d'accéder au bon sujet de conversation, puis tirer le jus de ça, puis comprendre, puis synthétiser une solution qui va fonctionner à long terme. Puis juste ça, même avec les bonnes techniques, c'est quand même difficile. C'est quand même du sport faire ça. Mais les gens, c'est pas expliquer ces mécanismes-là, puis là, tout le monde se met la pression de réussir leur relation à long terme. Ouais. C'est impossible. C'est vouloir faire un jeu sans règles du jeu. Je veux gagner une médaille d'or à ce jeu-là, mais les règles du jeu, ça, tu les découvriras tout seul. C'est impossible. Ça se fait pas. Donc, c'est ça, moi, qui me fâche un petit peu. Comme, tu sais, quand je parle de souffrance humaine, les gens souffrent dans leur relation. Mm-hmm. Les gens sont pas vraiment heureux, là. Mais c'est comme, ben non. Mais pourquoi? Mais c'est pas parce qu'ils sont pas assez, c'est pas parce que l'autre n'est pas assez, c'est qu'on n'arrive pas à créer suffisamment d'énergie, de mouvement, de vélocité par rapport à ça, puis qu'on est bloqué à travers plusieurs sujets qui nous gardent stagnants, tu sais. Mais il y a définitivement des choses qu'on peut faire, puis c'est là où l'équipe prend son sens. Parce que quand on est capable d'avoir un sujet différemment, puis de triompher, puis d'avancer, c'est comme, il n'y a pas de plus grande victoire de relation que de dire « Hey, on a été hot, on est hot, yes, high five ». Qu'est-ce que tu veux de plus valorisant? Fait que si tu peux le faire avec un sujet, tu peux le faire avec d'autres sujets. Parce que ce sont des habiletés qui sont transversales, c'est pas isolé par sujet. Donc, voilà. Mais c'est pas facile. Puis tu sais, moi, j'ai une relation, puis il y a des fois, je parle à mon conjoint, puis on s'entend pas, on n'arrive pas, comme tu dis, où est-ce qu'on veut aller. Mais ultimement, des fois, je me rends compte que, par exemple, lui, dans le contexte, il sait pas vraiment c'est quoi sa mini poupée russe à l'intérieur. Il se rend compte de ses symptômes, de ses trois couches en premier, mais c'est difficile. Puis même moi, puis n'importe qui, je pense des fois d'aller vraiment cibler. Il est où le bobo? Mais j'ai confiance, tu sais, parce que j'ai lu ton livre. J'ai confiance avec l'ensemble de ces connaissances-là, puis je l'ai lu vite. Il va falloir que je le relise parce que c'est pas vrai que j'ai tout comme intégré en moi. Je pense qu'à force de mettre certaines choses en pratique, on peut s'entraider dans une communication pour éventuellement, peut-être qu'avec notre discussion, je vais l'aider, lui, à découvrir sa mini-poupée russe et vice-versa, moi, à découvrir les miennes aussi. Parce que c'est le fait qu'on est deux à pouvoir avoir cette discussion-là, ça ouvre des portes, des pensées auxquelles tout seul, on n'avait peut-être pas eu. Tu as 100% raison. Tu sais, quand tu vis quelque chose, là, c'est pas clair. Des fois, c'est clair, mais c'est comme ta petite mini poupée russe, pourquoi? C'est pas clair. C'est bien trop immense. Ça sert à quoi d'être à deux? C'est parce que tu mets deux cerveaux sur ça. Fait que ça sert à ça, l'écoute. L'écoute, c'est d'aller accéder à ça. Puis une des questions que je voyais, c'est comment tu passes d'une poupée russe à l'autre. Entre autres, c'est par la façon de refléter ce que tu as compris que l'autre a dit, puis il y a une façon de le faire. Mais l'idée, c'est d'être à deux pour dire, ben, c'est-tu quoi? On va le trouver. On va essayer de trouver plus clairement qu'est-ce qui se passe. Et juste le fait d'avoir progressé dans cette clarté-là, c'est un succès avant même la solution. Fait que les gens associent souvent le succès d'une communication avec le fait de trouver une solution. Même pas. Même pas. C'est beaucoup trop dur. Il faut commencer par voir plus clair, puis d'avoir été ensemble pour mettre le doigt sur quelque chose qui est nouveau. Et ça, c'est une victoire. C'est énorme. C'est vrai. C'est vrai, je pense qu'on en a tous eu des sentiments comme ça où est-ce qu'on a fait, c'est ça le problème. C'est pas évident. Des fois, ça prend plusieurs tours de conversation, puis une année, hey, j'ai cliqué quelque chose, puis là, on s'écoute, puis là. Tu sais, ça, là, c'est des moments de vie magiques. Fait que dans un couple, ça devrait être ça la job. C'est d'être des partenaires sur voir plus clair ensemble quand l'un et l'autre ont besoin et quand nous deux, on a besoin. C'est extraordinaire. Moi, j'adore. Merci pour la question. Hey, écoute, pendant la conversation, il y a quelques fois que tu as mentionné, tu as fait une pause pour dire, surtout en ce moment, j'imagine que tu parles évidemment du COVID. J'ai goût de te demander, tu sais, puis j'avais vu un de tes vidéos sur Instagram il y a un petit bout de temps, je pense que c'était au début de la pandémie, en avril, quelque chose comme ça. Tu as fait une vidéo où est-ce que tu disais,
tu donnais un truc, puis j'aimerais que tu nous en parles dans tes mots, de comment est-ce qu'on fait pour s'équiper, parce que à cause de ton angle, de tes connaissances, tu as certainement des outils peut-être à offrir aux gens qui sont avec nous, qui vivent toutes sortes d'émotions à cause de la pandémie. Il y a de l'inquiétude, de l'anxiété, il y a peut-être de la dépression, il y a de la peur, il y a toutes sortes de choses. As-tu des conseils pour qu'on puisse peut-être se sentir juste un peu mieux? Je pense que ça dépasse définitivement la communication. Euh, Mhm. Je c'est sûr profite de que ton expertise. c'est bien correct. Euh, une personne qui, par exemple, a de la difficulté à trouver un sens à sa vie, qui a une identité qui est floue, qui n'est pas tout à fait bien consolidée, que c'est pas clair où est rendu dans la vie, tout ça, ça rend une personne qui est beaucoup plus vulnérable à des états qui sont plus statiques. Comme en ce moment, on est plus confiné, c'est plus statique. Donc, des humains qui ont moins de distractions vont le sentir plus. Des humains qui ont moins de sens ou d'objectifs à court terme ou même dans la journée vont le sentir plus. Donc, tu as des phases, tu as des personnalités, tu as des gens, tu as des timings dans la vie où tu es plus facilement affecté par des événements comme ça où il y a plein de choses qui te sont coupées de ta vie. OK? Mm. Donc, ça va rehausser ce sentiment-là. Par contre, c'est important de comprendre que le COVID ne crée pas de situation à l'intérieur des gens. Le COVID, c'est un contexte. C'est un contexte qui va mettre en perspective des choses qui sont somnolentes, qui sont là chez les gens. Mais le COVID ne crée pas de nouvelles variables dans les humains. Ça, c'est très important. Donc, Ouais. si ça ne va pas bien, il faut comprendre que le COVID n'a pas créé ça. Le COVID a soustrait les distracteurs qui font en sorte que tu es moins en contact avec ça. Là, tu l'es plus. OK. Bon. Première affaire, il faut accepter le challenge que c'est. Si tu dis, moi, c'est pas vrai que je me sens comme ça, puis je suis pas content de la situation, puis c'est le COVID, puis c'est le gouvernement, puis c'est pas vrai, puis tout ça, ça va être pire. Ça va augmenter, c'est sûr. Mais si tu dis, sais-tu quoi, c'est vrai, le COVID, c'est une chose, mais c'est moi, là. C'est moi, il y a quelque chose qui me manque. Ah, OK. Bon, ça, c'est un bon point de départ. Puis là, après ça, il faut prendre une deuxième décision de dire, OK, mais là, ça veut dire quoi, là, qu'est-ce que je ressens? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe avec moi, là? Où est-ce que je suis rendu dans la vie, là? Et donc, il faut retravailler sur le sens de base de où est-ce qu'on est rendu dans la vie. Par exemple, qu'est-ce qu'on veut? Où on est rendu? Où je me projette dans les prochaines années? Qu'est-ce que j'aime faire? J'aime-tu ça encore mon emploi? Est-ce que j'aime ça? J'aime encore mes amis? Est-ce que j'ai assez d'émotions positives? J'ai-tu assez d'intérêt? Est-ce que j'apprends assez de choses importantes pour moi? Donc, il y a tout un bilan qu'il faut faire parce que des émotions comme ça, c'est un indicateur qui est très brut. OK? Donc, il faut aller dans les poupées internes pour trouver ça. Et donc, ça prend de la communication pour parler de ce qu'on vit. Donc, c'est encore une fois relié à des processus d'interaction où tu es capable de mettre le doigt sur différentes choses, sur des petites poupées dans le centre. Il y en a plusieurs, il y en a plein. Donc, il faut se dire, OK, mais je dois prendre ma responsabilité. Je dois prendre la responsabilité que là, c'est ma vie et le COVID n'a pas créé ma vie. Donc, je vais continuer ma vie parce que le COVID va cesser. Mais là, j'ai une opportunité. Là, j'ai accès à quelque chose que peut-être j'aurais endormi avec soit des émissions de télé, soit en ayant dans des parties, soit en ayant plus de rapports sexuels avec plus de gens, en m'étourdissant avec toutes sortes d'activités. Là, tu as l'opportunité de ne pas avoir d'activité, ce qui est très rare. C'est très rare que des circonstances de vie disent, sais-tu quoi? Tu focuses sur toi. C'est très rare, ça. Mais là, on a comme cette opportunité-là. C'est sûr que c'est pas toujours le fun. Tu sais, là, j'essaie de l'aborder de façon positive, mais on s'entend, c'est un défi, là. C'est pas facile, c'est pas facile sur une base quotidienne, mais si tu décides de dire, je prends ça comme une opportunité pour booster où va ma vie, et tu fais ce plan-là, quand tu refais un plan de vie proportionnellement à ce que tu veux mettre en place, et tu commences à prendre des actions pour, après ça, quand le COVID s'en va, c'est facile. C'est facile, facile, et là, tu as toute l'aide de toutes les choses que tu aimes dans la vie. T'es prêt? Mais c'est ça, exactement. Donc, je pense que ça implique un travail de dialogue avec soi. Bravo. En tout cas, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y avait plein de petits cœurs qui passaient pendant que tu Oui, racontais ça. j'ai vu ça. Tu as vu ça? Je pense que les gens avaient besoin de l'entendre. Fait que merci beaucoup de nous le dire.
Écoute, je vais te pousser un petit peu plus loin. Encore là, je reviens à notre conversation téléphonique du début de la semaine. Oui. Où est-ce que, puis là, je t'en dis pas long parce que je veux que toi, tu partes avec ça. OK. Tu es allé dans l'humain, l'humain dans l'univers. Euh, parce que, en tout cas, on se parlait de rêve, de ci, de ça. Puis j'aimerais ça que tu nous dises, dans le fond, c'est quoi le rôle de l'humain dans l'univers, selon toi? Ouais, rien Le de rôle de plus. l'humain dans l'univers. J'espère J'ai-tu que parlé de ça dans le livre? J'ai-tu dit ça? quand on s'est parlé au téléphone, tu l'as dit. Ouais, mais... Mais je sais que je te donne peu d'informations. Je vais t'en donner un petit peu plus. Ce que Ouais, tu aide-moi disais, un c'est peu, là. on parlait de nos jours. On se fait souvent dire d'enterrer les Ah, émotions qu'on vit. oui, oui, oui. Et là, ça t'a amené avec grande passion, comme je le disais au début, tu es un gars passionné, Ouais. à dire oui, mais là, dans ce temps-là, il faut se questionner sur c'est quoi le rôle de l'humain dans l'univers. Oui, Ça t'en oui. dit-tu un petit peu plus? Oui, il faut que je retrouve le filon, là. Je ne sais pas comment je suis arrivé à ça, mais Ils ont aimé la réaction, en tout cas. Non, je vais le retrouver. Tu sais, je me souviens de le point de départ de notre conversation, c'est que ça partait des émotions négatives, OK? Oui. Il y a vraiment une mécompréhension majeure et grave de comment fonctionnent les émotions, un, à quoi servent les émotions, deux, comment utiliser les émotions, trois. Il y a trois problèmes majeurs avec les émotions. En ce moment, la mode, c'est les émotions négatives, il faut les diminuer. C'est-à-dire que la logique, c'est qu'une émotion négative serait comme de trop ou inappropriée. Parce que s'il faut les calmer, ça envoie le message social et individuel dans notre propre cerveau que c'est comme, là, c'est trop ça. Donc, les émotions que je n'ai pas choisies, qui sont à l'intérieur de moi, sont trop. Ça veut dire qu'il y a une partie de moi qui est inappropriée. Ça veut dire que des émotions laides et des émotions belles. Fait que les émotions belles, c'est les émotions positives. Ah, ça, les aime. Ah, ça, c'est le fun, ça. Hein? Mais le problème, c'est qu'on a au moins 80% des émotions négatives. Ça veut dire qu'on a 80% d'émotions négatives, donc inappropriées, donc potentiellement qui relèveraient d'une laideur qu'on a qu'il faut cacher ou minimiser pour pas déplaire à qui? Aux autres, parce que c'est pas correct avoir des émotions négatives. Là, on dit non, non, mais c'est pas pour les autres, c'est moi, j'aime pas ça, les émotions négatives, ça fait mal, tu sais. C'est pas le fun. Puis quand j'ai des émotions négatives, je suis pas agréable pour les autres, puis là, je me chicane avec les autres. OK? Fait que là, on est dans. Il y a beaucoup d'approches qui disent qu'il faut réduire les émotions négatives. Puis la stratégie, une des stratégies, c'est il faut relaxer, il faut diminuer l'anxiété, il faut faire de la méditation parce qu'il faut respirer, il faut juste diminuer ou calmer les émotions. Il faut être zen. Le zen est une nouvelle mode. Faut penser, oui, faut penser positif. Ça veut dire que des émotions négatives, ouais, mais ça, c'est pas correct, ça, c'est pas supposé. Il faut que tu sois positif. Donc, il faut que tu te forces à créer quelque chose de positif. C'est comme, ça peut pas être plus superficiel comme analyse du fonctionnement humain. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Alors, voici comment ça marche. Les émotions négatives et positives fonctionnent en entonnoir, OK? L'entonnoir, mettons que c'est comme ça. Les émotions positives sont dans le centre ici et les émotions négatives sont sur le côté de l'entonnoir. Donc, les émotions négatives, ce sont des barrières de sécurité. Et les émotions positives, c'est le centre de l'entonnoir, c'est-à-dire où il y a la convergence. Les humains doivent avancer vers ce qui est le plus positif. Maintenant, la question, c'est comment on fait d'abord pour aller vers le plus positif? Parce que les émotions positives et ce qu'il y a de positif dans l'environnement, c'est rare. La plupart des choses qui nous entourent sont soit neutres, soit potentiellement négatives. Donc, comment le cerveau fait pour distinguer ce qui est positif ou négatif? Ça prend toujours bien un critère, ça prend un indice, ça prend un détecteur. Ces détecteurs-là, ce sont des émotions négatives qui servent juste à dire ça, tu n'en as pas besoin. Ça, c'est pas bon pour toi, oublie ça. Ça, attention, c'est dangereux. Il faut être capable de distinguer le monde. Les émotions, ça sert à faire ça. Puis évidemment, tu as des spécificités dans les émotions négatives, pas de problème. Mais les émotions négatives servent à condenser le mouvement vers une directionnalité qui sont les émotions positives. Donc, l'objectif, c'est que les émotions positives et négatives interagissent constamment
pour augmenter la précision de ton parcours vers l'avant. Ce qu'on veut pas, c'est de se perdre, aller se blesser, faire des choses dangereuses. Pourquoi? Parce que nos émotions négatives, soit qui sont mal interprétées, soit qui sont floues, soit qui sont complètement gelées ou absentes. Donc, c'est absolument pas l'utilisation de ça. Ce qu'on veut, c'est détecter rapidement et à un niveau petit les émotions négatives avant qu'ils deviennent problématiques ou même la détresse. Donc, c'est un objectif de détecter et de se passionner rapidement des émotions négatives parce que chaque émotion négative donne un renseignement d'ajustement. Donc, on bouge dans la vie, lorsqu'on avance, on veut s'en aller vers ce qui est plus positif. Mais là, il n'y a pas de pointillé à terre. Comment tu t'orientes dans le monde? Donc, on est dans le néant total. Donc, comment on fait? Les émotions servent à ça. Ça sert à nous sortir du néant. Ça sert à nous empêcher de nous perdre. Donc, le premier GPS à écouter, ce sont les émotions en général. Donc, les émotions positives servent à nous garder dans une trajectoire générale. Les émotions négatives servent d'orientation dans l'instant présent et l'évitement des dangers. Donc, plus tu es tuné sur tes émotions négatives, plus tu interprètes rapidement les émotions négatives, plus les émotions négatives te renseignent avec une haute précision, plus ça te renseigne précisément sur comment t'ajuster et accélérer vers ce qui est positif. Donc, les émotions négatives, c'est ce dont on a absolument besoin, en plus des émotions positives. Si tu enlèves tes émotions négatives, tu as juste du positif, mais sans aucune protection dans l'univers. C'est très dangereux. On ne peut pas se permettre ça comme humain. Et si tu n'as pas d'émotions positives, comme par exemple si tu n'as pas assez de buts clairs, si tu ne sais pas ce que tu aimes, ou si tu ne donnes pas la permission de poursuivre des choses qui sont intéressantes pour toi, les émotions négatives, ils ne fonctionneront plus en entonnoir, ils vont fonctionner en cercle. C'est-à-dire que plutôt que de te permettre de t'égarer, les émotions négatives qui se configurent autour de l'émotion positive vont se replier autour d'une personne, et là, tu es prisonnier d'émotions négatives et tu es stagnant. Ça, c'est ce qui crée les troubles anxieux et la dépression. Donc, il y a une constante interaction entre les différentes émotions, mais ça sert à une chose, avancer, augmenter la vectorialité ou la directionnalité du mouvement. Donc, la pire chose que tu veux, c'est pas sentir tes émotions négatives. La pire chose que tu veux, c'est développer une phobie des émotions négatives, comme c'est véhiculé présentement. La pire chose que tu veux, c'est soit de geler tes émotions négatives, ou soit de dire, OK, les émotions négatives, c'est too much, c'est trop, je vais les calmer. C'est comme, non, c'est pas ça l'entente du tout avec le cerveau. L'idée, c'est de dire, j'ai une émotion négative, and now what? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il faut apprendre à interpréter ça, il faut reconvertir ça en mouvement, il faut que ça nous rapproche de ce qu'on veut. Mais non, on joue que moi, je suis zen. C'est comme ça. Il n'y a rien qui fonctionne comme ça sur la planète Terre. Il n'y a aucune forme d'énergie qui est non vectorielle. C'est fait pour avancer un humain. Le cerveau, il est configuré juste pour ça, mais on joue qu'on veut se calmer. Jouer à se calmer, c'est comme dire mon propre cerveau est de trop dans moi. Je m'excuse d'être qui je suis. C'est la pire chose, se calmer. Puis c'est correct de vouloir se calmer aussi, là. Je veux dire, on peut vouloir se calmer, mais... On ne veut pas mal réagir. Voilà. Mais il y a une différence entre réagir mal puis ressentir les émotions puis les accueillir pour qu'elles puissent nous guider. Exactement. C'est exactement ça. C'est comme si tu as de l'information qui est faite pour toi, puis tu fais « Ouais, mais celle-là, elle aide, cette information-là. Tu fais, mais c'est pour toi, c'est fait pour toi. Je veux dire, c'est ton propre cerveau. Ah non, moi, je suis au-dessus de ça. Ou moi, j'ai peur de ça, puis moi, je veux pas vivre ça. Le cerveau, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il va faire comme OK, ben regarde, donnez-y d'autres informations. Là, le cerveau doit compenser en montrant plus d'émotions négatives et plus intenses pour être sûr que le message te parvienne. Parce que moins tu t'occupes des émotions négatives subtiles, plus le cerveau va augmenter par sécurité la puissance des émotions négatives, quitte à te faire crouler sous la dépression, parce qu'au moins, il va dire, bon, ben là, il ne peut pas ne pas comprendre le message. Ben, les humains réussissent à ne pas comprendre le message parce que tu as des antidépresseurs qui font en sorte que tu peux augmenter artificiellement tes émotions positives. Et donc, c'est comme tu peux quand même fonctionner avec ça. C'est correct, les antidépresseurs. OK? Je veux dire, c'est un instrument important quand tu es en dépression, quand tu veux te... Mais il faut que tu apprennes quand même comment te comporter avec des émotions négatives et tu dois savoir comment transformer les émotions négatives en mouvement. Parce que sinon, tu vas continuer à vivre l'impuissance. Tu ne te passionneras pas pour tes émotions. Tu ne pourras pas les utiliser. Les émotions vont toujours être trop fortes et trop puissantes. Bravo. Merci bien. Je poursuis, j'ai vu une question passer et j'ai cru qu'elle était importante.
Mon garçon de 6 ans est très sensible. On sait que le développement des cerveaux des enfants, bon, ça fait que ils sont pas capables nécessairement de gérer leurs émotions comme un adulte. Nous aussi, on a de la misère en tant qu'adulte, mais pour un enfant, c'est pire. Comment Ouais. le gérer? Bon, un enfant de 6 ans n'a pas encore développé toute sa personnalité. OK? On ne déclare pas des personnalités types. OK? Il y a 5 traits de personnalité majeurs. OK? Faut, normalement, on diagnostique ou on évalue la personnalité plus dans l'adolescence, début de l'âge adulte, où est-ce qu'il y a une cristallisation de la personnalité. Donc, dans la petite enfance, ce sont plus ce qu'on appelle des tempéraments. Chaque bébé a son tempérament, chaque bébé a son énergie naturelle. OK? C'est son tempérament naturel. Il y a des bébés qui sont plus intéressés par la nouveauté, ils sont plus curieux, ils vont vers les autres, ils ont moins peur. Il y a d'autres bébés qui sont plus inquiets facilement, sont plus inquiets face à la nouveauté. Ils vont plus rester dans une zone de sécurité. Chaque enfant est unique, pas de problème. Bon, avec le niveau de sensibilité élevé d'un enfant, il faut rapidement, dire, OK, pas de problème que tu aies peur, pas de problème que tu sois inquiet, mais on va travailler ensemble à t'exposer et que tu puisses aller vers l'avant, c'est-à-dire augmenter la tolérance à cette peur-là et que cette peur-là ne soit pas un facteur qui va être inhibiteur de son action. Ça, c'est très important. Donc, un enfant va avoir besoin d'encouragement d'aller explorer. Donc, il faut pratiquer l'exploration chez les enfants qui sont plus anxieux. Puis l'exploration, tu as différents niveaux de difficulté. Okay? Il faut comme un peu considérer ça comme un sport. Un enfant qui est très, très, très anxieux, il faut le faire explorer tranquillement dans un endroit qui est plus sécuritaire, mais qui comporte un peu de nouveauté. Puis dire, oui, regarde, reste pas collé ici, là. Allez, allez, allez. C'est comme prendre confiance que même si tu explores, le risque est faible. Et même si le risque est là, tu as ce qu'il faut dans toi pour faire face à ça quand même. Donc, il ne faut pas que l'enfant développe une perception négative de lui ou une perception de ressources insuffisantes proportionnelle à son anxiété ou sa peur. Donc, oui, l'anxiété, c'est correct. La méfiance, ça peut être correct. L'encouragement, l'exploration, c'est approprié. Puis de dire, tu es capable. Même si tu vois, c'est inquiétant, regarde. Donc, il faut qu'il apprenne que même s'il est anxieux, il n'a pas besoin d'avoir peur de sa peur. Deuxièmement, il a le droit d'être plus anxieux, mais ça n'enlève pas sa capacité à lui qui est capable d'explorer, il est capable de faire face à de la nouveauté puis d'être fier de lui. Donc, il faut travailler un petit peu plus sur cette forme d'exposition-là avec des enfants qui sont plus inhibés. Merci. Moi, mon garçon, il est tout petit comme ça, fait que ça me parle beaucoup aussi. Quand on tourne en rond, comment retrouver des buts pour nous aider à être dans l'action? Bon, c'est tout l'art de trouver des choses qui nous parlent. Tu as différents types de motivations dans la vie, OK? Les motivations les plus efficaces, c'est les motivations qu'on appelle intrinsèques. Une motivation intrinsèque, c'est faire quelque chose que quand tu le fais, tu ne voudrais pas faire d'autre chose. Tu es bien pendant que tu le fais. Donc, pendant que tu le fais, tu ne cherches pas réellement à réussir quelque chose, à avoir des points ou de l'argent ou un renforcement. Faire le truc, c'est très toi. OK? Ça, c'est la motivation la plus forte. Plus tu as ça dans ta vie, plus tu vas avoir confiance en toi, plus ta vie va avoir un sens. Donc, le sens de la vie est très proche des motivations de type intrinsèque. OK? Ceci dit, plus tu te connais, plus ça va être facile d'accéder à des objectifs de type intrinsèque ou des motivations intrinsèques. Moins tu te connais, plus tu vas avoir accès à des motivations de type extrinsèques qui sont nocives. Les motivations extrinsèques, ce sont des choses que tu fais pour obtenir quelque chose qui est à l'extérieur. Par exemple, si je fais un job, je suis payé. L'argent est un renforcement externe. Si je fais quelque chose, j'ai de l'attention sociale. L'attention sociale, c'est un renforcement externe. Si l'ensemble de tes activités sont corrélées à des motivations de type externe, tu es à risque. Parce que ces motivations-là augmentent l'anxiété parce que tu n'es pas propriétaire du renforcement, tu dépends d'un renforcement externe, donc tu cours après un renforcement dont tu n'es pas propriétaire. Ça rend extrêmement anxieux et c'est très dévalorisant. Donc, il faut faire attention à la masse de renforcement externe qu'on a dans notre vie. Okay? Donc, on va aller plus vers des renforcements de type interne, c'est-à-dire je fais quelque chose parce que je suis passionné, j'aime ça, j'apprends, c'est moi faire ça. Ça, c'est ce qui rend le plus fort. Maintenant, c'est plus compliqué parce qu'il faut que tu te connaisses. C'est pas évident de trouver quelque chose qui te parle comme ça. Donc, pour ceux et celles qui veulent développer ça plus, il faut faire
une espèce de phase d'exploration, c'est-à-dire un investissement de soi dans différentes activités de type exploratoire. Bon, par exemple, il faut augmenter la connaissance de soi, mais ça ne peut pas se faire chez soi juste en réfléchissant. Il faut vivre et tenter de vivre des choses dans l'instant présent et dans l'action. Donc, tu pars d'intuition, de dire, mais il semble que ça me parle, ce domaine-là, cette activité-là, ce sujet-là. Tu pars de cette intuition-là et maintenant tu pousses dessus en investissant, OK? En investissant du temps, de l'argent, de l'énergie et de la vulnérabilité. Tu te mouilles. Donc, tu ne peux pas demander un sujet ou la vie de te récompenser sans investissement à la base. C'est impossible. Donc, souvent, les gens, un des pièges, c'est que les gens courent après un sens de leur vie, mais ils ne comprennent pas que le mécanisme, c'est un investissement initial avant. Sinon, ça ne revient pas. Donc, les gens tournent en rond pendant plusieurs années, pendant toute leur vie, souvent, puis c'est comme si rien leur a parlé. C'est parce que la mécanique pour que ça te résonne, il faut que tu augmentes ta vulnérabilité à l'intérieur d'une activité. Donc, il faut que tu investisses temps, argent, énergie, effort, et là, tu vas vivre des choses. Ça ne veut pas dire que tu as trouvé le miracle de ton activité ou le sens de ta vie, mais tu vas apprendre quelque chose de toi. C'est sûr que tu vas apprendre quelque chose de toi. Tu vas dire, sais-tu quoi, cette petite partie-là, là, oh, ça m'a parlé. Ah, ça veut dire qu'on a un nouveau filon. Il faut pousser ça maintenant. Donc, la connaissance de soi, puis les buts, les émotions positives, il faut que ça soit poussé avec des espèces de veines qui se développent. Et à force de travailler, c'est ce qu'on appelle la connaissance de soi. Tu sais à quoi tu vibres, tu sais ce que tu aimes, tu sais ce que tu n'aimes pas, tu sais comment tu l'aimes. Et donc, tout ça, c'est relié aux objectifs qu'on se crée et qui ont une forte teneur en motivation intrinsèque. Donc, c'est un cheminement à faire ça. Ça me fait penser, est-ce que tu penses que comme piste de départ pour certaines personnes, que ça pourrait être utile pour eux de penser à qu'est-ce qu'ils aimaient faire quand ils étaient enfants ou qu'est-ce qui leur faisait plaisir quand ils étaient enfants? Moi, je trouve que oui. Moi, je trouve que oui. C'est un très bon point ce que tu nommes là parce que quand tu es enfant, ta job principale, c'est de t'écouter. Et donc, c'est très peu biaisé par des attentes externes parce que quand on grandit, on commence à satisfaire des On veut faire responsabilités, plaisir. on veut faire plaisir, il faut gagner de l'argent, on a des loyers, on a plein d'obligations, puis ça nous déconnecte de nos motivations intrinsèques qui sont littéralement faire quelque chose parce qu'on aime faire quelque chose. Donc, l'idéalement, là, c'est joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire mettre le doigt sur ces éléments-là, mais être capable de vivre de ça ou d'en bénéficier de ça le maximum dans sa vie. Donc, ça, c'est le monde idéal. Donc, quand on est capable de faire rapprocher ça, peut-être pas corréler ça ensemble, mais rapprocher ça, tu as une vie qui est automatiquement pleine de sens et qui est plus remplie et définitivement, c'est quelque chose qui est faisable. Ouais, tu es dans un bon cercle d'énergie. Ouais. Alors, on demande ici, quelle est ta perception de la PNL, Guillaume? OK. Bon, la PNL, c'est pas non plus, ça repose pas sur des bases scientifiques vraiment. C'est comme une drôle de connotation parce que ça a comme des mots scientifiques, beaucoup, mais comme concrètement, les bases scientifiques ou même de neuro, OK, parce que ça se dit très neuro, c'est pas très solide au niveau neuro. Et moi, j'ai pas vu vraiment en fait, la littérature ne montre pas vraiment d'efficacité sur ce type d'intervention-là. Puis quand je regarde le rationnel de ça, c'est pas extrêmement efficace. Par contre, ce que la PNL amène, c'est la volonté d'utiliser des techniques pour essayer de créer quelque chose de bienfaisant pour les autres, de s'impliquer envers le potentiel, de vouloir travailler sur soi. Donc, ça, cet effort-là est important. Par contre, c'est surtout au niveau des assises scientifiques qui sont très chambranlantes, d'une part, et aussi la façon de l'appliquer avec le client. Par exemple, en PNL, on parle pas suffisamment de la relation, on parle pas suffisamment des mécanismes d'écoute, ce qui fait en sorte qu'ils sont très focusés sur l'exercice. Ils appellent ça beaucoup les exercices de PNL, les exercices, mais c'est juste que ça fonctionne pas passer si rapidement à l'exercice parce que le sens de ce sur quoi travailler n'est pas suffisamment établi. La relation n'est pas suffisamment établie. Il manque beaucoup, beaucoup de morceaux quand on veut rentrer en intervention. Puis là, ça dépasse la communication. Tu as la communication, puis après ça, tu as tous les mécanismes qui sont impliqués par exemple, dans une thérapie, dans un processus de coaching, qui vont aller mettre des éléments qui vont être durables chez une personne et qui vont s'auto-développer chez elle. Fait que, il y a ça aussi qui est plus problématique. Aussi, il y a des affaires qui sont axées sur le fait de résoudre des problèmes.
les humains ne peuvent pas effacer leur passé. Tu ne peux pas le résoudre, le passé. C'est faux, ça. OK? Le passé, c'est le passé. Maintenant, actuellement, ce qu'il faut faire, c'est faire du sens avec ça et utiliser ces apprentissages-là pour convertir ça en sens dans l'instant présent et en projection sur où on veut aller, surtout comment on veut aller. Donc, c'est différent que la volonté de résoudre. Puis même en psychologie, il y a beaucoup d'approches en psychologie qui sont basées sur le fait de résoudre le passé. Ça ne marche pas. Tu ne résous pas un passé. On ne peut pas basculer d'axe temporel comme ça. Tu peux, par exemple, vivre mieux avec ce qui s'est passé. Puis ça, c'est un bel objectif, ça. Ça, c'est un très bel objectif et non seulement c'est sain, mais c'est faisable et c'est ce qu'on voudrait faire, de faire cette paix-là avec le passé. Mais la paix vient seulement avec le fait d'une prise de conscience, d'un apprentissage et de comprendre un événement, de vraiment le maîtriser, l'événement. Et là, on est capable d'en extraire un apprentissage et avec cet apprentissage-là, on peut le propulser en solution puis en démarche subséquente pour propulser sa vie. Bref, tout le développement humain, c'est comme il y a d'autres questions qui sont aussi complexes et qu'on ne peut pas sursimplifier en voulant aider quelqu'un. Il n'y a pas de truc facile pour aider une personne. Il y a plusieurs petits trucs, puis c'est un art faire ça, puis c'est très complexe. On peut parler, par exemple. Ah, Communiquer et réessayer. Oui, oui. Dis-moi, regarde ça. Aurais-tu quelques livres, à part le tien, pour approfondir le sens de la vie, les buts, les émotions positives, qui seraient validés pour la science? Je veux faire une grande confidence, là. Dans les dernières années, j'ai pas lu grand livre parce que, tu sais, j'ai fini mon doctorat il y a à peine un an et puis j'écrivais mon livre, puis je travaillais sur mon doctorat. Puis pour le doctorat, tu lis presque exclusivement des articles scientifiques. Donc, j'ai pas vraiment lu de livres dans les dernières années. Faudrait que j'y pense, là. Faudrait que je vous revienne. C'est sûr qu'il y a des livres. Là, ils ne viennent pas là. J'en ai pas lu beaucoup de livres dernièrement, mais c'est sûr qu'il y en a. Mais faudrait que je vous revienne. Fait que je vais avouer que c'est une bonne question. Super, merci, j'aimerais ça. Puis je ferai une story avec l'information, ou peut-être selon ce que tu préfères. Tu peux peut-être le mettre aussi sur ton compte Instagram. D'une façon ou d'une autre, on va vous faire savoir. Vous avez juste à nous suivre l'un ou l'autre. Tu penses ça? J'ai deux livres que j'ai lus quand même dernièrement. Tu vois, ça me vient. C'est au sens large. C'est deux auteurs que j'aime beaucoup. Jordan Peterson, 12 Rules for Life. C'est un gars qui est très scientifique, c'est un gars qui est très database, c'est un gars qui a une belle capacité de vulgarisation sur le sens de la vie, sur des choses à faire. C'est un gars qui est très fort, il est très fort en conceptualisation, il est très fort en storytelling, il est très fort en sciences, il connaît sa littérature de A à Z, il est très, très fort. C'est un gars qui est très controversé parce qu'il attaque différents sujets qui sont véhiculés actuellement, là, qui ont une bonne connotation. Donc, l'extrême gauche le déteste complètement, mais c'est un gars qui est très fair, qui est très straight, qui a beaucoup d'expérience clinique. Donc, ça, c'est un gars, pour moi, qui a une crédibilité. Il y a un livre que j'aime beaucoup, Sapiens. Sapiens, c'est un livre très grand public sur l'origine de l'humanité, autant quand on était des australopithèques, les premiers humains, l'Homo erectus, et donc toute cette évolution-là jusqu'à aujourd'hui. C'est l'auteur, c'est Harari. Super beau livre, super user-friendly. Ces deux livres-là, ce sont les deux plus grands, probablement les deux best-sellers internationaux de l'année passée ou de 2 ans. Donc, ce sont des incontournables. Puis, je trouve que c'est bien écrit. Ce sont des gars qui sont crédibles. C'est bien vulgarisé, c'est inspirant. Merci. Quel est le meilleur conseil, à ton avis, pour améliorer la qualité de notre communication? Ben, moi, j'en ai un. Prendre ce livre-là. Ça va aider. Ben, je pense que la communication, hein, c'est énorme. Il y a 1001 comportements à chaque instant. Fait, moi, ma recommandation, c'est pour n'importe quel jeu complexe qui en vaut la peine, il faut connaître tous les petits trucs, tous les petits règlements, tous les petits mécanismes. Donc, il faut comprendre comment fonctionne l'attention, par exemple. Faut comprendre comment distribuer l'attention consciente entre deux personnes, puis comment synchroniser l'attention conjointe à chaque instant du dialogue. Fait qu'il y a une architecture attentionnelle qu'il faut apprendre à manier. Il faut comprendre comment fonctionnent les yeux. Il faut comprendre le lien entre le cerveau et les yeux, puis qu'est-ce que ça veut dire, les mouvements oculaires. Puis juste qu'on en soit plus conscient. Il faut savoir comment, par exemple, les traits de personnalité fonctionnent.
Puis qu'est-ce qui fait en sorte que certains traits de personnalité vont se comporter de telle ou telle façon dans un dialogue? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y a 5 traits de personnalité et il faut les connaître, il faut savoir ce que ça veut dire, il faut comprendre les systèmes sous-jacents à ça, puis comment on va être capable de le remarquer chez soi, pour se connaître mieux, puis chez l'autre. Il faut comprendre ce qu'est une relation, ce que c'est pas une relation, pour avoir des attentes réalistes de comment ça fonctionne réellement, pour vraiment avoir des bonnes attentes puis intervenir sur les bonnes variables dans une relation. Il faut comprendre la mécanique relationnelle. Il faut comprendre comment fonctionnent les émotions. Quand on parle, il y a toutes sortes d'émotions qui sont véhiculées sans arrêt. Il faut comprendre, il faut être capable de savoir comment fonctionne une émotion, c'est quoi les émotions principales, qu'est-ce qu'elles veulent dire, comment on les utilise dans l'instant présent. Faut savoir comment écouter avec une grande précision. Faut savoir aussi quand ça vaut pas la peine de communiquer. Tu sais, la communication, à un moment donné, ma recommandation, c'est des fois, il faut pas aller de l'avant. On ne va pas de l'avant dans cette relation-là. On ne va pas de l'avant dans cette communication-là parce qu'on n'y a pas de conditions de succès. Et donc, c'est sage de s'abstenir de communiquer et c'est sage de rompre une relation de temps en temps, selon certaines conditions qui sont expliquées dans le livre, mais définitivement, c'est comme, il ne faut pas persévérer toujours avec tout le monde et dans toutes circonstances. C'est correct de dire, non, sais-tu quoi? C'est non, je ne vais plus de l'avant avec cette personne-là. C'est correct. Si certaines choses ont été validées, on dit là, that's enough. C'est correct pour moi. Donc ça, c'est important. Voilà, je dirais, c'est quelques éléments. Et oui, les 5 traits de Oui. personnalité sont dans le livre. Oui, sont très bien expliqués. C'est super intéressant parce que tu nous parles du... C'est pas noir ou blanc. Il y a Ouais, c'est une échelle, si je peux le dire comme ça dans mes mots. Il y a une ouais, gradation. On peut être plus d'un côté, plus de l'autre. Mais oui. ultimement, on les partage toutes, ces personnalités-là. On les a toutes les 5. On les a toutes les 5, puis c'est vrai que tous les humains de la Terre, ces 5 traits-là sont validés dans toutes les cultures du monde. Donc, ces traits-là sont reliés non pas à la culture, mais à la biologie. C'est quelque chose qui est intrinsèque à l'humain. Et il y a des différences entre les gens, dépendamment des personnalités. Il y a des différences, par exemple, entre les hommes et les femmes. Il y a des différences seulement sur 2 des traits. Un trait, c'est l'agréabilité et l'autre, c'est le neuroticisme. Donc, les femmes sont plus agréables et ont plus de neuroticisme que les hommes en moyenne. Tous les autres traits sont relativement équivalents entre les hommes et les femmes. Donc, il y a des différences comme ça, et ce sont des différences reliées à la biologie qui ont leur utilité justement dans la survie humaine. Donc, c'est fait comme ça. Puis c'est très important et intéressant de savoir comment ça fonctionne, ces traits-là, puis pourquoi on les a. Oui, j'ai trouvé ça fort intéressant. Puis c'est drôle parce que d'entrée de jeu, j'aurais pensé que c'était effectivement plus quelque chose que tu avais ou que tu n'avais pas. Fait que pour moi, le concept de on les a toutes, mais à différents niveaux, ça m'a amené ailleurs. On dirait que là, je Ouais. vois les choses un peu différemment, puis que j'apprends de ça ultimement, parce que là, tu Mhm. regardes plus les choses de la même façon. Tu Non, comprends les choses différemment. ouais. Puis tu Ouais. vois, moi ce que j'aime, tu sais, de la psychologie, puis c'est ce que j'essaie de faire dans le livre, c'est plus tu comprends une personne, plus tu l'aimes facilement. Les humains veulent plus s'aimer que s'haïr. Mais Ouais. quand tu as peur d'une personne, quand tu la comprends pas, puis la personne est un problème pour toi parce que tu sais pas quoi faire avec ça, tu vas développer de l'animosité pour cette personne-là. Tu vas moins l'aimer. Elle va plus te taper sur les nerfs. Mais quand tu Mm. la comprends, parce que tu as étudié comment ça fonctionne, tu comprends pourquoi elle pense ça, pourquoi elle dit ça, pourquoi elle a peur de ça. Tu la comprends. Et le fait de comprendre une personne, ça fait en sorte que tu l'aimes. Et ça, Mm. pour moi, c'est quelque chose qui est super important parce que les humains sont différents les uns les autres. Il n'y a pas un humain pareil. Il y a des différences entre les hommes, d'une même culture, entre les femmes, d'une même culture, entre les hommes et les femmes, entre les différents groupes ethniques. C'est plein de différences. On ne peut pas commencer à justifier le fait qu'on se bat les uns les autres parce qu'on est différent. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun avenir. Puis c'est juste une protestation d'essayer de soit avoir un avantage, soit se défendre, soit justifier une position. C'est Mm. pas ça l'avenir. L'avenir, c'est on est différent. Fait qu'il faut oublier ça, là, les comparaisons. On est différent, mais c'est pas parce qu'on est différent qu'on peut pas rien faire ensemble. Je Mm. dis, il y a moyen tout à fait d'avancer vers quelque chose de commun. Et donc, moi, c'est mon approche. Donc, Ça revient beaucoup à ce que tu nous disais tout à l'heure sur l'énergie. Dans le fond, si on additionne, grâce à la communication, l'énergie de 2 personnes, on est en mouvement, on continue d'aller de l'avant. Bref, tout le monde en oui, bénéficie, on est plus heureux, oui, l'avenir est meilleur, etc. On oui, obtient un plus grand sens à notre vie par la suite. oui.
C'est toute beauté. Guillaume, écoute, j'avais bien des questions, puis je me trouve pas pire parce que j'ai même pas regardé mes feuilles. T'es C'est à vraiment ce bonne. point-là que c'est Ben captivant. oui. Ben oui, t'es vraiment J'ai bonne. fait mon travail, moi. OK, mon Dieu. Il y a une chose qu'on n'a pas touchée, par exemple. Ben, on l'a fret net sec, là, en définition. Toi, tu nous parles de conscience dynamique. Est-ce Oui. que tu pourrais nous en dire un peu plus? OK. Ça a été la partie la plus difficile à écrire de mon livre parce que je ne pouvais pas ne pas parler de la conscience. C'est impossible de parler de processus humain, de parler de cerveau actuellement sans conscience. La conscience, c'est aussi une mode. C'est un thème à la mode depuis plusieurs années maintenant. Et là, on a réussi à brûler un peu le thème conscience ou conscient parce qu'il est corrélé comme un peu après tout. Il est associé à, je dirais, une espèce d'élite sociale. C'est-à-dire, moi, je suis conscient, toi, tu ne l'es pas. Moi, je suis conscient de l'environnement, je suis woke. Mm. Fait que moi, je peux lire ce qui se passe. Moi, je peux enseigner. Et c'est comme, il y a un standard de hiérarchie entre les gens basé sur l'auto-attribution d'une haute conscience. OK? Fait qu'il y a comme un standard qui est vécu en ce moment. OK? Surtout sur les causes environnementales, les causes sociales, Ouais. les woke versus les non-woke. Donc, ça, très, C'est très devenu une de dangereux. ces vertus dont tu parlais tantôt. Oui, c'est un de ces boucliers-là qui est utilisé Mhm. malheureusement en ce moment. Il y a la conscience en termes d'entité psychique, c'est-à-dire proche de l'âme. OK? Il y a Mhm. comme la conscience de conscience slash âme, c'est-à-dire une espèce d'entité extracorporelle qui vit dans un corps humain ou dans un cerveau, mais qui peut se détacher du corps physique, comme par exemple les voyages astrales, comme l'âme quand on meurt, quelque chose qui subsiste. Donc, il y a quelque chose relatif à la conscience, donc quelque chose qui est intangible, mais qui est quand même soi. Tu sais? Fait qu'il y a un volet de ça, tu sais, aussi. Euh, et il y a des processus conscients, c'est-à-dire des opérations cérébrales, des opérations cognitives qui sont conscientes. Bon, j'ai décidé d'aborder la conscience sous cet angle-là spécifiquement pour servir la communication humaine. Donc, la conscience en tant que processus, il y a plein de processus cérébraux, cognitifs qui sont conscients avec différents types de conscience. Donc, par exemple, si je parle, mais les mots que je dis sont intrinsèquement reliés à de la conscience. C'est-à-dire, souvent, le langage verbal est très conscient. Si tu me parles, je vais entendre tes mots. Donc, tout ce qui est verbalisé par toi, c'est conscient. Je le remarque consciemment. C'est une information qui est traitée consciemment. Je m'en rends compte. Je peux même l'expliquer. Tout ça, c'est conscient. Si j'imagine quelque chose dans ma tête, une image, cette image-là est consciente. Je la vois, je la sais, je m'en rends compte. C'est conscient. Et là, ce que j'ai réalisé, c'est, OK, mais pour la communication, on a besoin de quoi exactement? C'est les gens qui communiquent efficacement, comment ils utilisent leur conscience? Ben, j'ai réalisé qu'ils l'utilisent d'une façon particulière, qu'on ne parle pas vraiment en science, c'est-à-dire une sorte de conscience qui gère plusieurs choses à la fois. Donc, c'est une conscience qui gère plusieurs types de variables et qui est aussi en charge d'une progression énergétique. Donc, j'ai réalisé que il y a une conscience d'un mouvement, une conscience de est-ce que ça avance où on va, une conscience qui prend les informations à l'intérieur de soi, les émotions, les idées, ce que je veux dire, ton expression faciale, ce que tu me dis, qui gère tout ça, qui dit OK, mais avec tout ça, on va où? Donc, c'est une conscience qui sert à calculer l'énergie totale pour créer du mouvement ou un déplacement. Et c'est ce que j'appelle la conscience dynamique, c'est-à-dire pas une conscience qui est une simple détection d'éléments statiques. Tu as dit ça, je pense à ça, j'ai remarqué telle affaire. Ça, c'est très statique, c'est-à-dire c'est des images, des mots, des repères virtuels que le cerveau détecte. Mais pour moi, c'est évident qu'il y a une sphère de la conscience qui sert l'amplitude énergétique et le mouvement de l'énergie. Parce qu'il y a des gens qui font ça, on le fait quand on utilise cette conscience-là pour que quelque chose arrive, se déplacer vers quelque chose qui nous intéresse. Bien, ça en est de la conscience. Ce sont des processus conscients. On matérialise ces éléments-là. Donc, j'ai senti le besoin de dire, il faut oser quand même nommer des processus peut-être qui ne sont pas très bien identifiés scientifiquement parlant parce qu'on n'a peut-être pas les instruments là, mais on ne peut pas nier le fait que la conscience dynamique, il y a quelque chose là-dedans qui agit un petit peu comme une espèce de chef d'orchestre des différentes fonctions à l'intérieur de soi, avec ce que l'autre dit,
en fonction d'un troisième pôle qui est la direction où on va aller dans notre dialogue, c'est-à-dire notre but commun. Donc, il y a des opérations conscientes qui font ça et définitivement, c'est le type de conscience qu'on utilise quand on joue à quelque chose. Si tu joues au Monopoly, il y a plein de choses de calcul que tu fais. Par exemple, la conscience fait appel à des règles, c'est-à-dire les règlements du jeu. On les connaît. Le cerveau, il dit, ah oui, j'ai le droit de faire ça, j'ai pas le droit de faire ça, je brasse les dés, saute, non, passe go. Bon, il y a toutes sortes de règles. Ce sont des éléments qui sont conscients. Après ça, je pige un 5 sur le dé. Ben, je vois que c'est un 5. C'est une image consciente. OK. Il y a plein de traitements d'informations conscientes à différents niveaux de complexité. Mais malgré ça, on veut avancer vers le but du jeu. On veut faire des points, on veut progresser. Cette progression-là est énergétique et c'est une progression qui est constante. Donc, ça prend un chef d'orchestre d'organisation de ces processus-là et c'est ce que j'appelle la conscience dynamique. Je trouve ça chouette, ton exemple, je trouve qu'il l'éclaire super bien. Puis une autre chose qui est bien fun, c'est que dans ton livre, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'il y a aussi des schémas. Fait que si vous êtes du type à être visuel, outre les mots, j'ai trouvé que les dessins, c'était souvent un bon appui pour nous permettre d'accéder à des concepts qui sont un petit peu moins connus. Oui. Vraiment. Oui, c'est ça. Tu nous le montres aussi. Tu reconnais ton dessin? Oui, je reconnais mon dessin, je le fais avec mes mains. Ben oui, puis tu sais, ça a été un défi, hein, faire les dessins qui ne rajoutaient pas plus de confusion. Parce que l'illustratrice, elle s'appelle Stéphanie Dupuis. Puis elle a suivi plusieurs formations qu'elle a faites avec moi. Elle sait de quoi je parle. Puis là, je lui demandais, je dis, peux-tu faire un dessin qui illustre ça plus simplement? Puis là, on essayait de faire le dessin. On disait, c'est plus compliqué de regarder le dessin que lire le texte. Puis là, on s'aperçoit que c'est pas si simple de faire quelque chose de clair et de simple avec un dessin qui va pas entrer en contradiction avec le texte. Donc, chaque petit bonhomme, chaque dessin, ces petites pouces, tout a été étudié pour dire non, ça crée de la confusion. Ça crée pas de confusion. Ça complémente vraiment. Ça, c'est clair. Donc, ça a été une surprise. Quand on voit le produit final, on ne le saurait pas. Parce que c'est clair. Ça aide vraiment. Ben, tant mieux. Tant mieux. Je vais lui dire à Stéphanie. J'espère bien. Michel, elle a une question pour nous. Excuse-moi. Je suis une simple préposée aux bénéficiaires. Il n'y en a pas des simples préposés aux bénéficiaires. Elles sont toutes extraordinaires. Et la communication me coûte. Créer un lien est le centre de mon travail. Merci pour tout. C'était passionnant. Ben, merci. Merci à toi. Puis oui, c'est le centre de ton travail, absolument. Puis c'est exigeant. Ouais. Ça prend beaucoup d'énergie, synthétiser du lien à journée longue, s'occuper des gens. C'est très, ça prend beaucoup d'énergie. Fait que créer des liens. Le don de soi. Oui, absolument. Tu sais, moi, je suis pas préposé aux bénéficiaires, j'ai pas à travailler physiquement. Mais si j'ai, mettons, 4 clients qu'il faut que j'écoute, qu'il faut que je conseille, que je coach dans une journée, là, 4 heures d'écoute, je suis brûlé mort, là. Brûlé. Parce que c'est exigeant. Donc, oui, j'ai pas de misère à croire ça. Bravo. Est-ce que ce direct sera disponible en rediffusion avec IGTV? Oui, absolument. Tout de suite après notre événement, je le mets là-dessus. Guillaume, tu es bienvenu de le partager à tous tes abonnés, bien évidemment. Tu peux le mettre dans tes highlights, comme ça, il sera toujours là. Il sera toujours là de notre côté aussi. C'est une conversation entre vous deux. Je ne sais pas quoi répondre. Oui, ça m'a tout l'air d'une conversation. Ça m'a tout l'air, il me semble qu'on fait ça. C'est entre nous deux, mais c'est avec vous autres. Je vais le dire comme ça. entre nous tous. Je vais regarder rapidement mes petites questions parce que je pense qu'on a vraiment fait le tour, mais quand même, d'un coup, j'en aurais oublié une qui me dérange, là. Non, je pense qu'on a bien fait ça. Ouais. Mais quand même, je vais t'offrir. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu sens qu'on n'a pas discuté et que, mon Dieu, tu aurais aimé s'en parler? Tu sais, c'est un sujet qui est immense pour moi, puis t'es passionné. J'arrêterai jamais de parler de ça, tu sais. Moi, je peux en terminant, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, la science, on en a besoin. On en a absolument besoin parce qu'il y a tellement de choses qui se passent rapidement sous nos yeux que la science, c'est comme une espèce de regard sur le monde qui fait en sorte qu'on peut sortir de nos sens, puis quand même grabber des aspects du monde qu'on est capable de s'approprier. Puis dans mon livre, j'ai essayé de mettre des parties qui sont très scientifiques, des parties plus histoire, des parties plus métaphoriques avec un peu de philosophie, mais tout ça pour illustrer des choses qu'on vit tous à chaque instant dans notre quotidien. Mais je souhaite que vous lisiez ce livre-là, mais je souhaite que, tu sais,
vous puissiez, que les gens puissent utiliser ces éléments-là pour vraiment propulser les dialogues avec les personnes importantes, avec qui ils veulent partager, échanger, vivre des choses importantes, atteindre des buts importants. Et voilà, je finirai avec ça. Je l'ai qualifié de petit bijou et je suis d'avis que ça le fera certainement pour plusieurs. En tout cas, pour une majorité des gens qui prendront le temps de le lire. Guillaume, je veux qu'on revienne ici. Ben, j'ai vu le mot éducatrice spécialisée, ça m'a appelé. Ça dit, je OK? suis éducatrice spécialisée dans une école primaire avec des élèves qui ont de gros troubles de comportement psychopatho. Nous avons un collègue qui ne fait pas grand-chose. Comment lui en parler? Un collègue qui fait pas grand-chose avec les élèves. Ça veut- je suppose. Ou Euh, son collège, peut-être. Je ne sais pas si l'école est peut-être moins impliquée. euh, C'est qui cette personne? R. Camille, si possible de nous en dire un petit peu plus, ce serait vraiment chouette. c'est difficile à répondre, tu sais, parce que j'essaie de vraiment répondre Ben à. Mais c'est oui, parce que des fois, là, quand on synthétise une question, c'est comme je ne sais pas exactement dans quel angle partir, tu sais. tout Surtout à c'est une fait. clientèle, c'est Oui, une avec mes clientèle. élèves. Il ne fait pas euh, grand-chose avec les élèves. donc, ce que je comprends, c'est une stratégie de communication avec le collègue, non pas avec les élèves. C'est ça que je comprends. Est-ce que c'est bien ça, R. Camille? Et ça, c'est tout ça, R. Camille. Je R. suis sûre qu'elle va Camille, nous revenir. c'est avec les élèves qui n'intervient Qu'il pas. n'intervient Qui, pas, qui, donc vous voulez parler à votre collègue de ça. ouais. Vous voulez parler à votre collègue que ça fait pas Oui, votre avec le affaire. collègue. OK. Ben oui, ça prend une petite conversation avec le collègue, Mais elle définitivement. aimerait savoir comment lui parler, dans le fond. C'est ça que je comprends. Elle veut l'approcher pour lui dire, Bon, mon ami, tu fais pas grand-chose, il est temps que tu nous aides. Mais euh, mieux que ça. ouais. C'est que pour vraiment maximiser l'impact d'une conversation comme ça, il faut que le fameux collègue accepte d'être intéressé à t'entendre, Camille. Donc, tout est basé beaucoup plus sur ta capacité à le rendre intéressant à chaque phrase que tu dis plutôt que de faire passer un message. Donc, il faut en premier travailler sur sa réception à lui. Puis comment faire ça? Il y a un timing à chaque tour de parole pour stimuler une réception, c'est-à-dire un système d'activation, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte qu'il va absorber l'information quand tu vas parler, quand tu vas dire ta prochaine phrase. Donc, au lieu d'essayer de lui passer le message au complet, il faut que tu y ailles en séquençant plusieurs tours de parole. Et à chaque début de tour de parole, lui, il faut que tu sentes que son système d'activation, son système d'approche, son système où il capte l'information est activé. C'est dur pour moi de te l'expliquer en résumé là. C'est parce que ça fait partie des habiletés d'écoute, ça fait partie des timings de conversation. Mais à chaque fois que tu parles, il faut être sûr que ton collègue il soit prêt à t'entendre. Là, tu parles un petit peu, tu le laisses, il faut que tu le laisses réagir pour que lui-même confirme qu'il veut la suite. Donc, il y a tout un timing de séquence qu'il faut faire. Je m'excuse, c'est difficile, il faudrait que je te le montre avec des exemples, avec un petit peu plus de théorie, puis là, les conditions ne sont pas idéales pour ça, mais pour résumer, c'est maximiser sa réception. C'est-à-dire vraiment t'assurer que ça l'intéresse de t'entendre. Je dirais là, s'il y a quelque chose, là, il faut plus capitaliser sur les conditions de réception que dire un long message. C'est sûr que ça nous donne le contrôle de dire ouais, je vais travailler sur mon message parce que, un, ça nous réconforte qu'on va être capable de s'exprimer au complet. Puis, c'est quelque chose sur lequel on a du contrôle. Notre cerveau aime beaucoup ça. Par exemple, l'efficacité de la communication n'est pas reliée exclusivement au message, mais est plus corrélée à la capacité d'absorption de l'interlocuteur. Il faut focuser plus là-dessus. Puis, tu sais, quand tu dis pour qu'il soit intéressé à l'entendre, je pense que ça commence carrément par choisir le bon moment pour lui. Parce que s'il n'a pas L'environnement, l'air de bonne humeur, de toute évidence, c'est pas le bon temps. Tous ces détails-là jouent oui, un rôle quelque oui. part. Ah oui, absolument. Chaque étape Ah. avant ta conversation va placer un système de réception qui va builder up jusqu'à temps que tu dises la fameuse phrase que tu dis. Donc, tout est une question de planification. J'ai une question pour toi. Je sais que tu es coach, Guillaume, mais est-ce que c'est le genre de choses où est-ce que quelqu'un qui te demande de l'aide, est-ce que c'est le genre de coaching que tu pourrais offrir à cette personne-là? Ben, pour apprendre la communication, c'est pas en individuel que ça fonctionne. Il faut y aller par atelier. Puis moi, je recommande à tout le monde là, pour commencer là-dedans, soit le livre
ou soit, je dirais, l'atelier Psy comme un virtuel, OK? Qui est sur ton C'est site. qui est sur mon site web. C'est vraiment le shortcut le plus rapide pour accéder à toutes les techniques. Comment faire ce que je viens de dire là. Comment faire Mhm. passer un message. C'est quand même 10 heures. C'est tout détaillé. Comment le faire, comment faire la préparation, tous les exercices. Selon moi, c'est vraiment ce qui est le plus efficace. Puis c'est comme un virtuel. Merci. Elle te remercie d'ailleurs. Bon, de rien. On aime ça. OK. Alors, maintenant, j'aimerais ça finir avec une touche le fun. En passant, il y a OK? une chose que tantôt tu m'as donné le goût de dire aux gens qui n'ont pas lu ton livre encore. OK? Moi, j'ai été captée dès le départ, dès les premières pages, à cause de ton aventure au Kenya. C'était au Kenya? C'est ça que tu Oui, nous racontes? oui. J'ai tellement eu de la peine que tu n'as pas pu manger ce soir-là. Là. Puis là, les gens, certains savent peut-être de quoi je parle, d'autres non. Je vous l'ai dit au début, c'est un aventurier. Il anime l'émission Tribal. Et puis, j'ai adoré que tu nous amènes ailleurs, littéralement, avec cette histoire-là, puis que tu nous parles de communication avec, dans le fond, la nature, si je peux dire ça comme ça. Ce Ouais. fut tellement intéressant. Je vous le dis, guys, tout le monde, c'est vraiment un livre fort enrichissant et le fun à lire. OK, je continue. Merci. D'ailleurs, Stéphanie, elle a vu tantôt qu'on lui avait fait un compliment. J'ai vu son petit Bon, commentaire. tant mieux. Elle le Pour le mérite. plaisir, Guillaume, j'ai 3 questions le fun à te poser. Vas-y. J'appelle ça des questions en rafale. Est-ce que tu te prêtes au jeu? Oui, Excellent. Alors, j'y vais avec celle-ci. Est-ce que tu préfères avoir une imagination infinie ou une mémoire photographique? une imagination infinie, je pense. Je pensais qu'avec tes voyages, tu allais me dire autre chose. T'aimes Ah, pas l'hiver, je me suis trompée là-dessus. Là, mais c'est difficile, hein, une mémoire photographique. C'est juste que l'imagination, c'est plus puissant en termes de ce que tu peux faire avec ça que juste stocker des images. Fait que je pense que j'irai c'est avec une dure question, mais C'est j'aime une dure ça, j'aime ta question. réponse. Une dure C'est là question. que je revois le petit chercheur d'or de ton enfance. Ensuite, est-ce que tu aimerais davantage voyager dans le passé pour rencontrer tes ancêtres ou dans le futur pour rencontrer les générations de ta famille future? C'est vraiment une bonne question. Je pense que j'irai dans le passé. Oui. Pourquoi? Je sais pas, pour mieux me comprendre peut-être. Pour mieux me comprendre, pour mieux savoir d'où je viens, pour célébrer d'où on vient, pour encore être plus content de où on est rendu dans notre belle société aujourd'hui, pour tout ce qu'on a fait. Tu sais, on est très critique envers Oui. notre société en ce moment, mais c'est la meilleure société qui a jamais été construite de l'humanité à date, la plus stable, Oui. la plus prospère, la plus sécuritaire, avec la meilleure éducation. Euh, Moi, je pense, mais tu sais, je pense que je me verrais retourner à l'âge de pierre, là. Moi, j'aimerais ça être un homme de Cro-Magnon, là. Moi, Ben, j'aimerais tu ça. serais pas pire. Tu as de Moi, là, l'expérience. moi, là, j'aimerais ça vivre dans une grotte. Des fois, s'il y en a qui ont une grotte à vendre, un terrain avec une grotte, là, vous n'avez pas idée l'argent que je serais prête à mettre pour acheter une grotte où je peux vivre dedans. S'il y en a qui ont une grotte, là, dites-moi-le. Je suis intéressé. Donc, je pense que j'irai dans le temps des hommes des cavernes, là. Je pense que j'irai là. Peut-être que tu avais de la famille, who knows? Sûrement. Euh, Est-ce que tu préférerais la dernière, mais non la moindre, vivre une vie super excitante mais dangereuse ou une vie ennuyante mais significative? Ennuyante, mais significative. Ouais. Ou excitante et dangereuse? J'ai un peu l'impression que tu vis un petit peu les. Ben, je pense pas pour l'ennuyante, là, mais je crois que tu vis un peu les deux. Tu as de l'excitation puis tu as de la signification dans ta vie. Définitivement, je vois pas comment moi je peux vivre une vie non significative. Euh, mais pour moi, une vie significative, ça vient avec du danger, de la prise de risque, de la vulnérabilité, des bobos. Fait que je pense qu'une vie significative est forcément un peu dangereuse pour moi, puis je suis à l'aise avec ça. Il y a quelqu'un qui dit au Bic, sur l'île du Massacre, il y a une grotte. Je sais pas si elle est à vendre, hein?
Pas sûr. On va Il y a regarder. quelqu'un d'autre qui a lu ton histoire du début. Les fourmis lui ont donné des frissons. Ouais. Ouais. Les fourmis ont gagné. Je t'ai trouvé bon de te faire pendant quelques secondes quand même. Pas tout fait longtemps. Merci, Guillaume. C'était Ben, tellement intéressant. Moi j'ai appris plein de choses, surtout à cause de ton livre, je ne le cacherai pas. Un livre vraiment le fun, c'est un bijou. Je suis un chercheur d'art. Il est en réimpression, on le sait, mais vous pouvez quand même en faire la commande si vous le souhaitez sur notre site. Moi, je vous le recommande. Il nous a parlé de Psycom, qui est son site, si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations, de coaching, etc., des conférences. Tout est là. Je vous remercie infiniment, tout le monde. Guillaume, merci infiniment pour ton temps. merci Rachel, merci à toi. Ça a été Ça un fait plaisir. plaisir. C'est vraiment le On se fun. reparle bientôt. Puis pour ceux Oui, qui voudraient revoir ou qui en ont manqué et qui veulent le voir davantage, vous l'aurez sur IGTV dans un petit moment. merci. Merci. Bye tout Bonne le soirée monde. tout le monde. Prenez soin de Bonne vous autres. À nuit. bientôt. Bye. Bye.